Le monsieur, il ouvre la porte, et là, la porte, elle bute direct, tu vois, genre il peut l'ouvrir de 20 degrés, il peut pas l'ouvrir plus. Et là, il y a plein de mouches qui sortent de l'appartement. On passe la tête, et on voit... La meilleure façon d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Et ce gars-là, quand on avait visité l'immeuble, on s'était rendu compte qu'il faisait une collection de timbres. L'eau, soi-disant, d'après ses dires, est montée dans l'appartement, c'est devenu humide et ça a pourri ses timbres. Le mec nous a dit, j'en ai pour 30 000 € de dégâts des timbres, comment on fait ? 1500 € de facture d'électricité pour un mois. Et du coup, on a découvert, a posteriori, que le mec, en fait, il était pas venu pour dormir, il était venu pour miner de la crypto. Je frappe à la porte, elle m'ouvre, en sous-vêtements, et là on se regarde comme ça dans le blanc des yeux. Je dis bonjour madame, je suis le propriétaire de l'appartement. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode d'Imo-Talk. Je suis avec mes deux acolytes habituels. Antoine, encore merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Charles, à tous. merci Salut, aussi. Trop cool. Plein de choses à aborder dans ce podcast qu'aujourd'hui. On s'est noté pas mal de thématiques. Notamment derrière, on va faire un concours d'anecdotes. Donc les pires aventures ou les aventures les plus loufoques, parce que c'est pas toujours des fois des aventures de mauvaises choses, mais en tout cas des surprises qu'on fera dans la deuxième partie de la vidéo. Avant ça, je voulais vous faire un petit retour. J'étais à Rome en vacances la semaine dernière. Et Rome, sur le plan immobilier, c'est très, très, très particulier. Alors évidemment, Rome, vous connaissez tous le Vatican, qui est un État à l'intérieur de l'État d'Italie, qui est un État indépendant, avec plusieurs avantages. Avantage numéro 1, pas de TVA. Donc, ce qui fait que Rome fait partie, et le Vatican, des plus grandes sources de trafic de cigarettes d'Europe. Voilà, le Vatican, on parle bien de, vous savez, l'endroit où on vient pour faire pardonner ses péchés, etc. Et parce que du coup, dans l'enceinte du Vatican, donc tu dis il n'y a pas de TVA, il y a des commerces dans l'enceinte du Vatican. Il y a une supérette, ah ouais voilà, okay. Qui vend plein de Tout trucs. le monde vient faire ses courses là-bas. Exactement. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent au Vatican, du coup, sont payés en euros parce que la monnaie du Vatican, c'est l'euro. Mais dans le Vatican, donc ils ont des salaires très élevés et ils consomment les produits dans le Vatican parce que c'est des produits à 20% moins chers que le reste de l'Italie vu qu'il n'y a pas de TVA. Donc voilà, c'est très particulier. Et donc, à Rome, en gros, l'immobilier est organisé autour de 3 secteurs qui prennent un tiers du marché. Un tiers du marché, c'est le Vatican, qui est propriétaire de tonnes d'immeubles, et pas que autour du Vatican, partout à l'intérieur de Rome, des terrains, dans la province autour, tout ça. Un tiers, c'est la mafia, et un tiers, c'est les particuliers. Donc tu disais juste avant que les prix à Rome n'étaient pas super élevés, c'est parce qu'en fait, tu ne peux pas acheter ce que tu veux. Par exemple, il y a des quartiers où tout le monde sait que si tu ne fais pas partie de telle famille proche du pape, de la papauté, etc., ben, tu ne peux pas acheter. Donc c'est très particulièrement fait, et surtout là-bas, les gens ils détiennent des blocs complets. C'est assez rare chez nous en France de trouver même une vieille famille dans des villes anciennes, je pense à Lyon, à Dijon, pas loin d'ici, ou même chez nous à Châlons, qui possèdent, tu vois, pas uniquement un immeuble, mais tout un pâté de maisons. Et c'est parce qu'en fait, à l'époque où le cadastre est né en Italie, eh bien, ils faisaient les parcelles non pas par immeuble, mais par pâté de maisons. Donc, ce qui fait qu'à l'époque, le Vatican et les vieilles familles italiennes, elles achetaient pas qu'un immeuble, mais tout un pâté de maisons. Et elles détiennent encore aujourd'hui tout ce pâté de maisons. Donc, le marché immobilier est vraiment drivé par la mafia, et le Vatican, qui sont très, très proches. C'est-à-dire que la mafia fait partie, d'après ce que nous expliquait le guide qui nous a fait la visite, notamment du Vatican, des plus gros donateurs pour le Vatican au monde. À tel point qu'il y a quelques temps en Italie, il y a eu un scandale parce qu'il y a un mec qui a eu pas mal de soucis parce qu'il aurait violé des femmes, fait du trafic de drogue, des trucs qui ne rentrent pas dans la Bible, normalement, en tout cas à ma connaissance. Et ben on l'a autorisé par l'évêque de Rome à être enterré dans une des 200 églises de Rome. Et ça avait fait scandale à l'époque, évidemment, puisque tout le monde a dit « Mais attendez, vous vous rendez compte, ce mec-là, il a trafiqué de la drogue, il a tué des gens, il a violé des femmes, on ne peut pas l'enterrer. » Et le journal italien qui avait fait l'enquête avait réussi à sortir une lettre signée de l'évêque de Rome, qui fait partie des plus proches conseillers du pape, comme quoi il l'autorisait, au vu des dizaines de millions d'euros de donations qu'il avait fait à l'église tout au long de sa vie, à être enterré dans une église. Donc l'argent achète tout. Peut-être l'argent achète. Tu vois, souvent, je dis à mes potes, tout ça, je leur dis un des trucs qui me paraît être clé quand on veut réussir jeune, c'est de assez vite comprendre qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Et souvent, moi j'ai été éduqué par des parents, je ne sais pas si c'est votre cas, qui m'ont toujours dit mais non, les gens sont honnêtes, les gens sont bien intentionnés, les gens ils veulent pas te faire de mal. J'ai toujours eu ces sortes de croyances-là qui m'ont été véhiculées.
Et en fait, quand tu vas visiter le Vatican, moi j'ai visité l'église de Saint-Pierre, qui est la plus grande église du monde, qui est vraiment à voir une fois dans votre vie si vous avez l'occasion. Le guide nous a dit que voilà, Rome, c'est la plus grande source de blanchiment d'argent d'Italie. Parce qu'évidemment, un État qui n'est pas dans l'Europe, qui n'a donc pas des comptes publics et qui est très proche de la mafia, bah évidemment, pour blanchir, c'est super facile, vu qu'en plus, la monnaie, c'est l'euro. Et donc, il y a des économistes italiens qui ont fait des études et qui ont décrété que c'était vraiment la plus grande plaque tournante de trafic de cigarettes, que c'était parmi les plus grands lieux d'Italie pour blanchir de l'argent quand on est trafiquant de drogue. Enfin, truc où tu te dis, mais attends, je suis en train de visiter l'église avec les tombeaux des papes au rez-de-chaussée, l'église de Saint-Pierre, la plus grande église du monde et tout. Eh bien non, on ne vit pas dans un monde de bisounours, mais où beaucoup de choses sont en fait gouvernées par l'argent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ou si vous avez déjà eu des expériences similaires. En vrai, ça m'étonne pas plus que ça, parce que c'est vrai que de toute façon, tu peux pervertir un peu tout le monde par l'argent, tu vois. Et après, ouais, de toute façon, en fait, c'est un État, et en fait, c'est une sorte d'entreprise privée, en fait. L'objectif, quand même, avant tout, eux, c'est pareil, il faut qu'ils entretiennent le patrimoine, etc. Et je pense que les dons des croyants ne suffisent pas. Donc, en fait, après, voilà, c'est vrai que c'est bizarre, je sais pas où ils mettent l'éthique là-dedans. Ouais. Il y a toujours un curseur, mais oui, c'est étonnant de se dire, tu visites un truc qui est censé être un lieu saint, et en fait, avoir des... Et qui est imprégné d'histoire, mais des trucs de folie. Le guide nous a expliqué des trucs... où à une époque, il y a un reportage sur Netflix là-dessus, d'ailleurs on pourra mettre le nom d'une jeune femme qui a disparu, qui devait avoir 16 ans au Vatican. Il y a eu derrière des choses qui auraient montré qu'elle aurait été enlevée, qu'elle aurait été violée, on n'a jamais su vraiment ce qu'elle était devenue, enfin des trucs sombres, vraiment très très sombres. Et alors à une époque, le précédent pape qui était très aimé, je me rappelle plus de son nom, il y a le nouveau qui a été élu il n'y a pas longtemps, celui qui était là avant, qui a été enterré d'ailleurs pas au Vatican, à sa demande, mais dans une autre église. Je me rappelle plus de son nom, mais qui était vachement aimé, qui était très humaniste, etc. Qui avait même fait une tribune à une époque en présentant des excuses par rapport à toutes les histoires qu'il y avait eu sur les viols d'enfants, il y a eu plein de sujets en fin de compte. Et en fait, il ne faut pas croire, le Vatican est au courant de tout ce qui se passe. Et c'est vraiment, c'est très business, en fait. Et même le guide qui m'a fait la visite, on était un groupe de 15 touristes, tu vois, qui était un chrétien catholique, mais le vrai de vrai, c'est-à-dire que quand on est rentré dans l'église du Saint-Père, tu vois, il s'est limite mis à genoux, il a mis sa main sur la porte, il a fait le signe de croix, enfin le vrai de vrai. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Surtout que cette année, on est en année de jubilé, donc ce qui fait qu'il y a une porte ouverte qui ne s'ouvre jamais au Vatican une fois tous les 25 ans. Quand tu traverses cette porte, ça t'enlève tous tes péchés. Tu l'as traversé, ça te pardonne tout, plusieurs fois. Je fais des allers-retours. Et du coup, c'est rigolo parce que le mec, il t'explique ça. Et après, il t'explique que le Vatican, il y a eu des études économiques qui ont été faites et qui montrent que c'est le plus grande source de trafic de cigarettes à Rome. Où les gens, ils font rentrer, sortir les paquets, tout ça, pour ne pas avoir de TVA. Enfin, tu te dis, c'est quand même particulier. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez déjà eu un peu cette désillusion. Quand on est enfant, je trouve, on est vachement dans... pas que enfant d'ailleurs, quand on a 18, 20 ans, qu'on a fait nos études, qu'on n'a pas été confronté à ce que j'appellerais la vraie vie, on vit un peu dans ce monde de bisounours où on se dit « Ah non, il va pas me la faire à l'envers quand même, parce que c'est pas bien, on a de la moralité. » Je sais pas si vous avez eu des expériences un peu, pas traumatisantes, mais où il y a eu une délusion, où vous dites « Ah ouais, le mec m'a bien niqué, je m'y attendais, mais pas du tout, quoi. » Je sais pas si vous êtes déjà arrivé... pour le coup, en fait, c'était Oussama qui disait dans un podcast avec Yomi que quand il s'associe avec des gens, il fait en sorte de se mettre en position de vulnérabilité pour que s'il doit se faire baiser, il se fasse baiser tout de suite. Au moins, c'est fait. Comme ça, tu le vois. Et tu vas pas fabriquer 2, 3, 4, 5, 10 ans d'histoire avec quelqu'un pour qu'ensuite ça finisse comme ça. Donc du coup, il y a aussi ça, des fois, de dire, tiens, je vais tendre le bâton. Comme ça, en fait, les gens qui sont mal intentionnés, je vais tout de suite les mettre de côté. Et alors, ceux qui sont bien intentionnés ou qui cachent leur mal intention, voilà, t'as diminué la probabilité que ça se passe mal à l'avenir. Wow. Mais c'est vrai qu'après, avec... on s'est fait quand même plusieurs fois, tu vois, dans notre parcours, mais c'était pas des gros trucs, tu vois. C'était plein de petites douilles, mais c'était pas des trucs genre... qui font trop mal, quoi. Mais si, on a quand même eu des artisans, tu vois, en plein milieu du chantier qui font exprès entre guillemets de couler leur boîte, ou qui ont coulé leur boîte et qui ne l'ont pas dit, qui ont pris les acomptes au dernier moment, des choses comme ça. Mais après, je trouve que pas de fait hyper marquant où je me suis dit, là, j'ai vraiment plus foi du tout en l'espèce. En l'humanité. Après, c'est aussi que de base, en fait, on sait que ça fait partie du jeu. Tu vois, le côté désillusion,
Moi, pour le coup, je l'ai pas trop, même s'il se passe des choses comme ça, où tu vois, avec des locataires qui peuvent arrêter de payer ou autre. Et en fait, je pars du principe que, ok, il y a des choses qu'on se dit, il y a les choses qu'on s'écrit. Et du coup, à partir du moment où tu es lié contractuellement et qu'il y a des intérêts qui sont réciproques, en fait, tu fais en sorte là aussi de maximiser la probabilité que ça se passe bien. Et en fait, le fait de te rendre un petit peu essentiel pour les gens qui t'entourent, bah, c'est aussi de la protection. Et par contre, les gens dont tu as besoin, typiquement un locataire, une fois que tu lui as donné les clés, bon bah voilà, si lui il arrête de te payer, c'est plutôt toi qui es en position de vulnérabilité, sauf si tu as mis les bons modes de garantie. Donc c'est pour ça que nous on travaille beaucoup là-dessus, parce qu'en fait on travaille et sur la sélection, parce qu'on va pas juste prendre n'importe qui parce qu'il a la garantie, mais une fois qu'on a fait la sélection, on veut aussi la garantie, parce qu'en fait rien n'empêche. Et on a eu des exemples de gens qui avaient une situation, tu peux pas imaginer, et qui se mettent en impayé, sans aucune morale, quoi. Supérieur dans une entreprise. Ouais. On en a eu 2-3 où tu te dis c'est impossible que ce gars-là soit en impayé, tu vois. Mais Ah en ouais vrai, ouais, bah. Et ça arrive. Et ça arrive, bah là tu en avais un, le mec, prof agrégé, je crois qu'il était agrégé en histoire, dans un lycée, enfin tu vois, genre lycée public, etc. Le mec, quand même agrégé, enfin tu vois, c'est l'élite des profs. Et bulletin de salaire, il devait gagner 4-5 000 euros par mois et il n'a jamais payé le loyer. Mais jamais. Ah ouais. Genre, il m'a dit, ouais, pas de souci, on le fait rentrer dans les lieux. Il dit, bah, je vous fais le virement instantané, ça marche pas, parce que ouais, ça marchait pas, etc. Et tu sais, en vrai, tu te dis, bon, bah, pas de souci, ouais, voilà. Et du coup, en gros, bah, le gars n'a jamais payé. Et vraiment lunaire, quoi. Et tu te dis, putain, le mec, tu vois, c'est quelqu'un d'intelligent. Et je pense qu'en plus, tu vois, c'est quelqu'un, il était plutôt en train de perdre pied dans sa vie. C'était pas vraiment de la malhonnêteté, mais tu te dis quand même, ouais, si tu peux pas faire confiance à des mecs quand même qui sont profs dans l'éducation nationale, etc., fonctionnaires, et bah tu te dis, mais putain, au bout d'un moment, les locataires, tu fais confiance à plus personne, quoi. Donc heureusement, tu vois, il y a les GLI, il y a tout ça en face. Mais en vrai, aujourd'hui, t'as beau avoir, je me souviens, il y a une fois, j'avais fait rentrer une locataire. Le mec, il avait. C'était un entrepreneur, sur sa fiche, c'était sur son... Ouais, c'était quoi ? C'était le revenu d'imposition. Il avait, je sais pas, 400 000 euros. Il déclarait 400 000 euros de revenus. Ouais, de revenus, ouais. Tu te dis, ok. Mais même elle, tu vois, je me suis dit, genre, on va prendre la GLI, tu vois. Alors que le gars, et puis j'étais checké LinkedIn et tout, c'était très très gros la boîte. Mais tu sais, genre, maintenant, je fais plus confiance, quoi. Donc là, ouais, c'est vrai que moi, je fais plus confiance, alors qu'au début, je pouvais faire confiance. Et après, bah, c'est vrai qu'aussi, tu vois, moi, je me suis beaucoup associé, notamment avec Charles. Et tout de suite, en fait, je sais pas, j'ai peut-être... après, je me ferais peut-être niquer un jour, mais je me dis, j'ai l'impression de sentir les gens, tu vois. Un mec qui est déjà louche de base, j'ai l'impression de sentir assez vite, en fait, dans le début de la relation, qu'il faut pas le faire, tu vois. Ouais. On a eu le cas une fois où, tu vois, on a failli s'associer. Direct, on a senti que c'était pas dingue. Bah, tu vois, on a préféré pas le faire, quoi. Et en fait, bah, je trouve qu'on arrive plutôt bien à s'entourer, quoi. Mais toi, c'est vrai que pour le coup, tu t'associes pas beaucoup parce que tu as très peur de ça. Et moi, je suis quelqu'un de très méfiant, mais pourtant, tu vois, l'association, c'est pas un truc qui me pose problème. Alors toi, c'est l'inverse. Selon toi, c'est quoi parce que je pense que beaucoup de gens qui regardent le podcast se posent la question, c'est quoi les critères d'une bonne association ? Qu'est-ce qui fait que ça va être un bon associé ? Par rapport à, tu parlais de feeling, faut déjà avoir une vision commune un petit peu, tu vois. Enfin, je dis n'importe quoi, mais demain, tu achètes un bien IMO, tu crées une SCI avec un mec, si le gars, en fait, il veut sortir dans un an, alors que l'autre, il a une vision de 10 ans, bon, bah, c'est un peu compliqué, parce que du coup, les intérêts sont pas convergents. Donc, un horizon de temps différent, tu dirais que c'est ton premier point. Ouais, faut avoir le même horizon de temps. Après, il faut avoir, du coup, je dirais, des compétences qui peuvent s'imbriquer. Tu vois, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a la compétence de faire de l'immobilier parce qu'au quotidien il sait faire, etc. Il a déjà fait des biens. Quelqu'un qui n'a pas du tout le temps, parce qu'il a un métier prenant, mais par contre qui a de l'argent, bah tu vois, les deux, ça fait quand même une association qui peut être intéressante, tu vois. Je dirais qu'il faut que les deux soient complémentaires. Et après, bah, c'est aussi une question de feeling, quoi. Voilà, faut que tu te mettes en association avec quelqu'un qui partage à peu près tes valeurs. Enfin, je sais pas, moi, par exemple, je sais que pour faire de l'immobilier, j'ai besoin, tu vois, de respecter des gens. Enfin, tu vois, je veux pas faire, entre guillemets, du marchand de sommeil. T'as des gens, ils ont absolument aucune éthique là-dessus. Bah, tu vois, moi, par exemple, je n'irais pas m'associer avec un mec qui loge des sans-papiers, qui va les, enfin, je sais pas, qui va les loger dans de la moisissure, etc. Voilà, c'est pas ma vision. C'est ça. Je dirais que ça, il y a ces trois critères-là. Toi, tu en vois d'autres, Charles ? Ou des drapeaux rouges. Ouais, c'est plutôt des red flags. T'as des fois des personnes qui vont essayer un peu de forcer, tu vois, l'association. Ok. T'as un exemple en tête ? Alors je vais pas le nommer, mais on en a eu beaucoup quand ça nous est arrivé en fait. Monsieur X. Au fur et à mesure de notre parcours, en fait, d'avoir des personnes finalement qui s'approchent de nous et qui sont sympas et qui deviennent un petit peu des proches, mais qui finalement ont pas spécialement de valeur ajoutée non plus. Donc à la fin, tu vois, c'est bien de s'associer avec des gens avec qui on s'entend, mais il faut aussi avoir des raisons de s'associer en fait. C'est pas juste parce qu'on s'entend bien que tiens, vas-y, on fait le truc ensemble et puis à la fin en fait tu auras une part du gâteau pour laquelle tu as contribué à pas grand chose. Et des fois nous on l'a vu à plusieurs reprises d'avoir des personnes qui essaient entre guillemets de monter dans le train avec nous en train de dire bah tiens ça avance bien et tout la foncière machin et qui auraient voulu finalement qu'on soit partie prenante en commun tout le temps alors qu'il n'y avait pas forcément de raison que ce soit le cas.
Donc avec le recul, c'est important, tu vois, dans un tour de table d'association, d'être capable de réunir suffisamment de monde pour avoir toutes les compétences, même d'être capable de, toi, lâcher des parts pour te dire, tiens, je veux avoir cette personne avec moi au capital. C'est possible dans ce sens. Mais dans l'autre sens, faut pas non plus en lâcher à des personnes en se disant, bah finalement, quelle va être sa valeur ajoutée, si ce n'est qu'on est tout le temps ensemble, au resto, on fait des trucs, mais finalement, quelle est la valeur Sur le plan ajoutée opérationnel, tu veux Ouais, dire. exactement, c'est ça. Ok. Pour moi, il faut des deux. Je m'associerai pas avec quelqu'un que je déteste, mais je vais pas non plus m'associer avec un ami qui a rien à voir avec le travail, tu vois. Faut un petit peu des deux. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi? On l'entend dans certains podcasts et de la bouche de certains professionnels que pour faire une bonne opération, il faut celui qui trouve, celui qui gère, celui qui finance. Vous en pensez quoi? Deux, ça suffit. Deux, ça Ouais, suffit. celui qui trouve, c'est celui qui gère pour moi. Celui qui trouve, c'est celui qui gère, ok. Ouais, pour moi, je dirais qu'il y en a un qui est plutôt dans l'exploitation, donc tu vois, dans le quotidien, et t'en as un autre qui est plutôt sur peut-être la partie administrative, finance, un peu plus loin, tu vois, qui est là pour alimenter la machine. Ok. Mais Ce qui est un peu votre cas? Au début, quand on avait créé les SCI, c'était un peu ça, tu vois. Au final, nous, avec Charles, on avait la compétence, et après, on faisait rentrer des gens qui avaient, du coup, on va dire la rémunération qui allait bien, ou le statut qui allait bien. Parce que quand tu as commencé... Du capital à placer. Ouais, c'est ça. Parce que nous, on a commencé avec Charles. En gros, on avait quitté notre emploi pour avec une rupture conventionnelle. Donc, on était entre guillemets au chômage pour création d'entreprise. Et du coup, c'est vrai que tu arrives à la banque, tu veux lever de la dette. C'est pas le statut le plus intéressant. Et le fait de t'associer avec des gens qui, eux, étaient solvables, qui avaient des statuts différents des nôtres, ça a permis en fait d'avoir cette complémentarité et de pouvoir lever de la dette, quoi. Donc, ouais, je dirais 2, c'est pas mal. 2 ou. Enfin, parce qu'après, il faut pas non plus que je sais pas, tu mets 10 personnes dans la même boîte, que tout le monde a 10%, mais du coup, en fait, ça, au final, personne n'a vraiment un intérêt que ça monte au ciel parce que c'est tellement des petits montants. Et en fait, après, quand t'es trop nombreux, en fait, ouais, mais j'avais dit à lui de le faire, ouais, mais c'était lui qui devait faire. Enfin, tu vois, tu t'avances pas, quoi. Ouais, je dirais que 2 ou 3 max dans l'assaut, c'est pas mal. Et après, ouais, c'est vraiment que tout le monde ait, entre guillemets, un intérêt, tu vois, et que tout le monde mette la main à la pâte en fonction des engagements qu'ils avaient mis à la base, quoi. Et sur le plan financier, je vous donne un exemple. Je suis comptable. Je n'ai aucun capital à placer parce que j'ai un mode de vie où je claque un peu et tout. Je gagne 4 000 € par mois, ce qui est bien. Je vous propose qu'on s'associe sur un deal. Je le trouve, mais je ne peux pas gérer parce que j'y connais rien. Je vous appelle. Est-ce que vous dites ça le fait? Et je vous dis que j'ai trouvé le deal, mais que j'ai pas de temps pour m'en occuper et j'ai aucun capital disponible. Là, moi déjà, tu C'est viens de une me donner commission d'apport d'affaires. Ouais, c'est ça. Moi, tu viens de me donner un red flag en mode je claque de la thune de ouf, tu vois. Ça, c'est un truc, tu vois, Ça, moi, c'est un red flag pour toi. s'associer à un mec qui claque beaucoup d'argent, tu vois, je me dis, moi, c'est pas forcément la vision des choses, tu vois. Toi, tu veux un bon paysan. Ouais, c'est ça. Parce que je me dis, tu vois, le gars qui te dit pas que dans 2 ans, la SCI, il me dit, là, il faut vendre parce que du coup, en fait, j'ai envie de m'acheter une voiture, tu vois. Okay. Et du coup, c'est pour ça que, tu vois, là, red flag en mode plutôt apport d'affaires, en disant, tu nous apportes un truc, moi, je te file X milliers d'euros, lui, il pourra s'acheter ce qu'il veut avec, okay. Et puis, du coup, moi, ça me fait une opération que j'aurais pas forcément sourcée de base, quoi. Okay. Mais tu vois, il faut quelqu'un qui soit un peu dans le même mindset que nous, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Apport d'affaires pour vos activités, pour la foncière, tout ça, vous rémunérez, c'est un pourcentage du prix, vous avez un barème, comment vous fonctionnez? Ouais, généralement, c'est à peu près ça. En gros, on va dissocier le fait que le bien, on le traite en locatif ou en marchand, parce qu'en marchand, en fait, comme tu en extrais rapidement des liquidités, tu peux facilement être plus généreux, on va dire, mais c'est aussi beaucoup plus dur à trouver. Okay. Et globalement, ce qu'on va donner, c'est un ordre d'idée, c'est 1% du prix d'acquisition pour du locatif, okay. 2% du prix d'acquisition pour du marchand de biens. Donc, si vous voulez nous envoyer des opérations, contact @foncière-orion.com. Mais c'est arrivé très rarement. Je pense que c'est arrivé 2 fois. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Ouais, que 2 fois. Ouais, 3 fois, tu vois. Moi, je pense qu'on m'en envoie sur mon adresse mail pro 1 par jour. Ah, mais qui convertit vraiment? T'en as combien? Quasiment aucune. J'ai eu pire. Une fois, on m'envoie une résidence senior à 2 heures de route d'ici. Je vais visiter tout ça. Bon, tout se passe bien. Et puis, je dis, écoutez, je vais prendre le temps de réfléchir. Est-ce que vous pouvez m'envoyer tout le dossier et tout? Puis 15 jours après, j'avais été de garde le week-end, donc j'avais pas eu de pause le week-end, puis j'avais eu énormément de boulot et tout. 15 jours après, je reçois un message de la même personne qui dit « Je trouve ça scandaleux, ça fait 2 semaines que vous avez visité, nous n'avons aucune nouvelle. Par rapport à ce que vous dites sur les réseaux sociaux, ce n'est vraiment pas professionnel. » Et enfin, tu sais, j'avais toujours la brochure sur le coin de mon bureau, mais j'avais pas eu le temps de me poser en me disant combien on peut en proposer, tout ça. Il y avait des petites choses à faire. Il y avait une partie de terrain qui était constructive. Je voulais vérifier que ce soit bien constructif, regarder le PLU. Enfin, il y a un peu de job quoi pour faire mon screening. Et ouais, la personne, elle m'avait pété un câble dessus. Et je lui avais répondu à un message en étant
tu vois, assez neutre en disant, bon, écoutez, je pense qu'on ne fera pas affaire ensemble. Vous comprenez bien qu'en 15 jours, j'ai eu d'autres choses à traiter que juste ce dossier-là. Je comptais bien évidemment vous faire un retour, mais pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Mais laissez tomber, je ferai l'affaire avec quelqu'un d'autre. Et il m'avait renvoyé un message en me disant, je suis désolé, je me suis emporté, mais c'est parce que c'est un membre de ma famille qui vend, il a un peu besoin d'argent, etc. Enfin, voilà. Tu vois, tu parlais de red flag tout à l'heure. Dans les relations existantes, moi, quelqu'un qui pète un câble, qui s'énerve, ça, c'est red flag et c'est terminé. Et Ah ouais, c'est vrai. ça m'est arrivé plusieurs fois, ouais. Et, Ok. que ce soit avec des agents IMO, avec des artisans, et les gens qui savent pas se contenir et qui ont besoin de crier pour communiquer, c'est hors de Toi, question c'est un red pour moi. flag. Ouais. S'il Ok. n'y a pas de respect, c'est terminé, tu vois. On peut se dire les choses, on peut pas être d'accord, on peut débattre et plein de trucs, mais par contre, me faire engueuler, non. C'est vrai que toi, t'es quelqu'un de calme. Moi, pourtant, je monte plus vite. Je peux monter plus vite, tu vois. Mais T'es un peu plus méditerranéen? ouais, je peux vite m'énerver. Mais du coup, je sais que maintenant, il faut pas que j'appelle à chaud, quoi. Ouais. Faut attendre quelques heures, quelques jours. Mais ouais, c'est vrai que toi, t'es toujours calme dans Mais- n'importe quelle mais circonstance. il y Je sais a- pas comment tu fais. Ouais, par contre, il y a des choses C'est un qui tempérament. intérieurement vont m'énerver, et justement, quand je vois que quelqu'un génère cette réaction chez moi, c'est terminé. Et en fait, généralement, les gens qui nous font ça ont plus besoin de nous que l'inverse, donc... Ouais, Du coup, c'est vrai. et puis, à un moment donné, t'as pas besoin de. Je veux dire, on peut travailler dans le respect, y a pas besoin de se crier dessus. Et t'as des gens, ok, c'est peut-être leur tempérament. Mais je considère que, je sais pas, si t'as besoin de ça, tu vois, de mal parler aux gens, ou de crier, ou d'extérioriser quelque chose, c'est que t'as un problème à régler, quoi. Je veux dire, quel que soit le sujet dans le monde, tu peux l'aborder calmement. Mais en plus, je trouve, tu vois, l'association, si ça se passe mal, c'est un des moyens. Enfin, tu vois, c'est un des plus. Je dirais que c'est un des moyens les plus faciles de perdre de l'argent dans l'immobilier en se prenant la tête dans une association, quoi. Là, j'en ai visité un d'immeuble pas très loin de Mâcon la dernière fois. C'est 2 sœurs à la base, hein, qui se sont associées pour acheter un immeuble, donc en SCI, et là, elles peuvent plus se voir, quoi. Genre, la sœur, elle te dit mon associé. Enfin, à la base, c'est ta sœur, mais tu vois, et en vrai, bah, elles veulent vendre vite. Et elles ont acheté il y a 2 ans, tu vois. Elles ont fait beaucoup de travaux. Et en fait, je pense que là, elles le revendent, à mon avis. Alors, tu vois, du coup, j'ai regardé le prix d'acquisition sur Papers. Je pense qu'elles revendent, elles sont flat, quoi, tu vois. Alors qu'elles ont mis beaucoup d'énergie et que ça n'a pas, du coup, généré de loyer pendant un petit moment. Et en vrai, bah, tu vois, c'est un des moyens, je pense, les plus faciles pour perdre de l'argent. C'est t'associer avec quelqu'un, tu te prends la tête en cours de route et tu bazardes ta SCI. Et en fait, tu peux te faire quand même assez mal, quoi. Donc, ouais, avant de t'associer, ne pas le faire sur un coup de tête et peut-être quand même réfléchir à, bah, du coup, la vision, etc. Et bien discuter avec la personne. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas parce que c'est tes potes que ça va forcément bien se passer, quoi, tu vois. Vous êtes déjà associé avec des potes parce que c'est des potes? Bah, les premières associations, c'était un peu ça, tu vois. C'était, bah, en fait, quand tu commences dans l'IMO, tu sais, t'as un peu les gens autour de toi qui disent, ah, ce que tu fais, c'est trop bien et tout. Ils ont envie de monter un peu dans la barque. Et du coup, bah, tu le fais un peu avec tes potes. Mais nous, ça va. Je trouve que les SCI, globalement, qu'on a fait avec nos potes, ça s'est bien passé, tu vois. Ouais. Mais Il y a après. pas eu de... Non, Ouais, moi je l'ai eu une fois dans Toi, tu mes l'as tout vu, premiers projets. Je m'étais alors du coup j'ai fait tout ce qu'il faut pas. Donc écoutez bien, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Donc en gros c'était des potes d'enfance, mais tu vois de maternelle. Et en gros je devais avoir la vingtaine, tu vois quelque chose comme ça. Et du coup j'avais déjà acheté 2-3 petits T'étais studios à Dijon. J'étais en études. études, ouais, en école d'ingé en alternance. Et du coup je leur dis bah voilà moi je fais de l'immobilier. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un truc ensemble? Il y en avait un qui était plombier, un qui était électricien. Donc bah salut si vous reconnaissez. Et ça fait 10 ans qu'on s'est pas parlé. Et en fait on s'est dit, moi j'étais conducteur de travaux. Et j'avais déjà fait de l'immobilier, donc on s'est dit, bah, le mélange peut ne pas être déconnant. Et donc, on s'est associé, entre guillemets, en indivision. Ne faites pas ça, faites des sociétés. Donc, déjà, indivision, on est 3. Ok, on achète un lot de copropriété pour l'acheter et le revendre. Donc, C'est indivision, si tu peux faire un petit topo rapide. Indivision, en gros, c'est le cadre juridique dans lequel tu achètes un bien à plusieurs. Imagine, toi et moi, on achète un bien ensemble sans En être perso. associés. Ouais, c'est ça. C'est toi et moi en nom propre, on est en indivision sur la détention de ce bien. On achète en fait- des parts du gâteau. Ouais, c'est ça, voilà. Mais c'est pas un gâteau commun. C'est On ça, mais il achète n'y a des pas parts. d'interface en fait. Alors qu'en fait, quand tu as une société, bah du coup, imaginons, je reprends, toi et moi, on fait une société à 50-50, même si c'est pas exactement ce qu'il faut faire non plus, mais bref, 50-50, et cette société à 100% du bien. Et ça change tout en fait. Quand on est en société, c'est qu'il y a cette société en interface, il y a des statuts, c'est en gros le règlement de Un comment pacte ça se passe. d'associés. Voilà, en plus des statuts. Et donc l'indivision, bah, il y a rien de tout ça. Et dans l'indivision, on dit que nul ne peut être forcé à demeurer dans l'indivision. Ça veut dire que si tu as envie de vendre, bah, soit tu peux forcer la vente, soit l'autre est obligé de te racheter tes parts. Donc à la limite, Mais quand... c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, c'est ça. Quand on est que 2, ça va, mais des fois on voit des successions, il y a des indivisions de 15. Donc autant dire que sur 15, il y en aura toujours un pour dire moi je veux sortir, je m'en fous de ce truc, on le vend. Donc bref, on fait ça c'est à bon. 3, on achète un appartement pour le rénover, donc bien sûr il n'y a pas de société de marchand. C'est eux qui font les rien travaux du tout. Bah on les fait ensemble, mais eux ils ont plus de compétences que moi, tu vois. Et donc bref, mais on fait ça le week-end, après le travail, on est hyper crevé, eux ils faisaient 2 heures de route pour venir et tout. Donc ça dure 2-3 mois où on était hyper motivés, puis ensuite ça explose direct parce que bah, tout le monde pas content, qu'il y en a un qui a moins fait de trucs, et tu vois, enfin voilà. Et en plus bah, c'est assez propice, tu vois, la fatigue, les travaux, c'est physique, tout ça, pour se prendre la tête. Et du coup le bien, on a mis je crois 3 ans à
presque le finir, pas à le finir parce qu'on n'avait pas fini la cuisine justement comme on s'entendait plus. En gros pendant 2 ans on s'est resté au point mort, puis en plus c'était une copro avec du chauffage collectif donc il y avait beaucoup de charges de copro tout ça et on finit par je crois que c'est moi que j'avais pris une avocate et je leur avais envoyé un courrier histoire de les secouer tu vois pour leur dire faire quelque chose parce que sinon moi je vais provoquer la vente et on va tous perdre en fait. Donc du coup ils reviennent un petit peu, on refait les quelques travaux nécessaires pour présenter le bien. L'ambiance quand ils reviennent. Et l'ambiance de la chouille entre potes le vendredi soir est pas ouf du tout. C'est fini ça. Et du coup donc de 2016, attends que je me remette les dates, ouais je crois qu'on avait acheté en 2016 et on a vendu en 2019 si je dis pas de conneries. Donc ça a pris 3 ans et en gros on l'a revendu à notre prix de revient, tu vois le gars qui nous l'a acheté. Vous avez rien gagné quoi, quasiment. Non, rien gagné. Rembourser du crédit quoi. Ouais et encore si t'es objectif je pense qu'on a surtout perdu avec les charges de copro et la taxe foncière. Voilà et donc surtout beaucoup d'énergie, beaucoup de temps mais par contre c'est une bonne leçon tu vois de se dire que c'est pas parce que mais par contre l'exemple que je disais tout à l'heure ça a pas mis longtemps à péter tu vois. Alors que finalement il y a d'autres personnes nous ça fait quoi 4 ans qu'on est associés ensemble je pense que si ça devait péter ça aurait déjà pété et le fait d'être on en parlait un peu avant de tourner d'avoir aussi ce qui est bien dans l'association des qu'on soit entre guillemets mutuellement dépendants les uns des autres et qu'on se mouille en fait tu vois par exemple nous avec la foncière on montre ce qu'on fait, on montre notre image, il y a notre nom partout tu vois et nos associés par exemple en gestion de patrimoine qui s'occupent de distribuer la foncière et qui collectent des fonds eux ils adossent leur image à la nôtre et du coup la plupart de leurs clients ont investi au sein de la foncière donc du coup eux aussi ils sont tu vois on est mutuellement on est liés quoi, on est mariés en fait. Bien sûr bien sûr. Quid de l'investissement en couple? Et ça, moi, du coup, je l'ai fait pour ma résidence principale. Mais là, pour le coup, tu vois, c'est vraiment une association. J'ai tout géré, quoi. J'ai géré le financement, mais tu le fais pour ta famille, tu vois. Mais tu l'as fait par amour. Ouais, c'est ça, par amour, exactement. Mais donc ça, ouais, je l'ai fait. Et après, tu vois, pour le coup, moi, je le conseillerais pas. Moi, à titre perso, j'ai pas envie de mélanger, tu vois, le perso et le pro. Et je pense que tu vois, j'ai pas envie que le soir on se prenne la tête parce que elle a pas envie de bien en location, parce qu'elle a pas mis l'annonce sur le bon coin, tu vois. J'ai envie qu'on. Puis en plus, nous, c'est notre quotidien, on fait que ça toute la journée, donc j'aime bien scinder les deux. Donc demain, elle vient te voir. Elle te dit écoute, Antoine, voilà, j'ai beaucoup réfléchi pour ma retraite, il faut que j'investisse dans l'IMO. Je vais faire un premier deal, je veux mettre 20 000 euros sur la table. Est-ce que toi, tu serais OK pour mettre 20 000 et on achète un truc ensemble? Je dis non. Et tu lui expliques comment? Non, je lui dis non. Déjà, avec la foncière, j'ai plus le droit d'acheter d'immobilier locatif. Voilà, donc je le ferai pas pour cette raison. Mais même si j'avais pas cette contrainte, je l'aurais pas fait parce que j'ai pas envie de mélanger les deux. Tu vois, là, ce que je la bassine un peu avec ça en lui disant vas-y, mais investis dans l'IMO, quoi. Surtout que moi, je fais que ça toute la journée. Et sûr, là, tu vois, elle commence à se dire alors peut-être. Et je pense que je lui ferai tout son projet de A à Z, mais ça sera son projet, tu vois. J'ai pas envie, tu vois. En gros, elle gérera son truc après. Done for you, oui, mais pas done with you. Non, ouais, parce que j'ai pas. Tu vois, puis je pense toujours, jamais on se sépare, etc. Tu vois, j'ai pas envie qu'on est obligé de vendre des trucs et tout. Tu vois, je trouve que quand dans la situation tout se passe bien, c'est cool, il y a de l'argent qui tombe, c'est génial. Mais tu vois, j'ai pas envie un jour que, je sais pas, si on se sépare par exemple, de voir en fait commencer à négocier des trucs en mode ah ouais, mais moi j'avais amené ça dans l'association, donc je récupère ça. Enfin, tu sais, j'ai envie qu'on coupe et que ça se fasse le plus propre possible si jamais ça devait arriver, quoi. Donc non, moi je le ferai pas. Toi, tu l'as fait ou pas? Ah bah ouais, plein de fois. Ouais, toi, et du coup, tu le gères parce que là, tout va bien, pas de problème. Que, moi, ma femme, non seulement elle est associée avec moi dans plusieurs SCI, mais en plus, c'est elle qui travaille dans la SCI, donc, dans les SCI en l'occurrence. Donc, moi, j'aurais trop mal que j'aurais trop peur que si un jour ça se passe mal, tu vois, tu sais, entre guillemets, un peu tout perdre, tu vois. À la fois, tu perds le perso et à la fois, tu perds aussi le pro, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, au moins, tu vois, il restera quelque chose, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors après, c'est comme toute association. Je pense que tu partages les bons moments comme les mauvais moments. Ça fait partie du jeu. Mais par contre, quand tu as un mode de vie qui est le mien, où je commence tôt le matin, je finis tard le soir, je travaille beaucoup, tout ça, d'avoir quelqu'un qui est dans la barque avec toi, forcément, du coup, qui comprend les enjeux, les difficultés, qui, quand tu rentres le soir, elle ne te fait pas une pendule, ou c'est pareil pour les hommes, pour les femmes, il n'y a aucune différence là-dessus. Parce que tu es rentré trop tard, que tu n'as pas fait d'efforts, etc. Parce qu'elle sait que tu as eu tel problème à gérer, que c'est un problème qui est compliqué, que c'est un peu épineux, etc. Qu'elle comprend que parfois tu es un peu tendu, un peu stressé. C'est quand même, je pense, dans la vie d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur, un avantage. En tout cas, moi, je me suis toujours dit, le secret des mecs qui réussissent au niveau où moi j'ai envie de réussir, c'est que si tu regardes dans 95% des cas, leur moitié est partie prenante dans l'aventure avec eux.
Ah bah moi, Très clairement, tu souvent, vois, quand même. il y avait un vrai sujet, c'est quand j'étais salarié à l'époque en CDI, et quand je suis passé le cap d'être entrepreneur, du coup, là, on va dire pendant quelques mois, ça a été compliqué parce que, tu vois, elle s'est rendue compte de l'engagement que ça demandait, en termes de temps, en termes, ouais, même comme tu dis, t'as toujours l'esprit à quelque chose, t'es jamais 100% détendu avec ta famille, je trouve que t'es toujours, voilà, il y a toujours quelque chose en arrière-pensée. Et pour le coup, là, tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que je travaille, tu vois, encore ce samedi matin, j'ai travaillé, tu sais, elle me dit rien, tu vois, elle me dit, ok, pas de souci, je comprends, etc. Et en fait, ouais, j'ai besoin de ce support-là. Même si, tu vois, elle connaît rien à l'investissement immobilier, elle comprend, tu vois, les enjeux. Bah ouais, il y a une visite à faire samedi matin. Le gars, il est disponible que samedi matin. Il faut que j'y aille, quoi, tu vois. Et elle comprend les enjeux. Mais ça, c'est hyper important. Enfin, si t'as pas ça, c'est très compliqué. Ouais, je suis d'accord. Charles, t'en penses quoi? Je pense que c'est. Moi, je suis entre deux. Je pense que c'est possible d'investir en couple. Mais par contre, je pense que c'est bien aussi d'avoir chacun des choses de son côté. C'est-à-dire de pas faire En all-in. termes de patrimoine, tu veux Ouais, dire. c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Ok. Et on le voit souvent dans nos clients, on a beaucoup de couples. Alors généralement, ce qui est marrant, c'est que c'est quasiment toujours la même chose. C'est monsieur qui traîne madame dans l'investissement. Je sais pas, les mecs en plus, voilà. C'est quoi les stats de ta communauté d'ailleurs, homme-femme? Alors sur la chaîne YouTube, c'est plus de 70% d'hommes. Ah, mais nous, c'est cata. Sur notre chaîne YouTube, j'ai regardé les Mais stats. c'est très bien, parce c'est que 90%, je connais un peu les c'est stats 90%, nous. d'autres mecs qui créent du contenu. Alors pas que sur l'immobilier, mais sur le business, l'entrepreneuriat, la finance. Il y a certaines chaînes qui sont très connues et certains noms que vous connaissez forcément, où c'est plus de 95% d'hommes. Moi, j'ai quand même 30% de femmes. Ah, mais c'est. Mais parce que je partage aussi un peu ma vie de famille avec mes enfants, etc. Donc probablement que ça permet de Ouais, d'avoir mixer une des valeurs audience qui un sont peu plus communes. large, Souvent, ouais. tu suis quelqu'un sur YouTube parce qu'il t'apprend des trucs, mais qu'en plus, il y a des points de similitude, quoi. Mais du coup, voilà, tu vois, on a beaucoup d'exemples de couples qui investissent ensemble, et moi j'ai pu le faire par le passé aussi. Et je pense que c'est bien si les deux ont une appétence à le faire. Faut pas que ce soit vraiment, tu sais, monsieur qui force madame à le faire et qu'elle le fasse à contre-cœur pour lui faire plaisir. Faut que chacun ait envie de le faire. Ouais. Mais après avoir, on le voit tout le temps, des appétences de volume qui sont différents. C'est-à-dire que madame, faire 1, 2, 3 apparts, un petit immeuble, elle va avoir envie. Monsieur, il veut faire 10 immeubles direct, tu vois. Donc il faut trouver un juste milieu. Et ce qui est bien, c'est d'en avoir un peu ensemble, pourquoi pas, en plus de la résidence principale, s'ils ont leur résidence principale. Et par contre, si monsieur, il a envie de bourriner, faut le laisser faire, tu vois. Pour que lui aussi, ça satisfasse à son envie d'enchaîner un petit peu les projets et qu'il se freine pas en se disant, non, on fait que tout ensemble et du coup, j'en fais moins, mais par contre, j'aurai peut-être des regrets plus tard parce que je me dirais, tiens, s'il y a 20 ans, j'avais acheté 2 immeubles de plus, aujourd'hui, j'aurai une meilleure retraite. Donc, moi, je dis pas du tout de pas le faire. Je pense que c'est intéressant de le faire si les deux ont envie de le faire. Mais par contre, que ce soit pas, comme tu disais, un sujet au moment de la séparation, en mode, en fait, en plus de ne plus avoir de vie de couple, le patrimoine, il faut tout défaire, tu vois. Faut tout, et puis, on le voit, hein, tu sais, quand on achète des biens, il y a assez souvent, tu as le cas de la succession, tu as aussi le cas du divorce. Et c'est un cas qu'on voit souvent de gens qui divorcent, qui peuvent plus se voir, où t'en as un qui veut vendre le bien, mais à n'importe quel prix. Tu lui proposerais 1 euro, il dirait oui. C'est à l'autre de dire non, mais attendez, on va pas non plus se laisser faire n'importe comment, mais ils se parlent plus. C'est l'agent c'est IMO qui fait compliqué. le médiateur entre les deux. Enfin, bref, voilà. Donc, si t'es pas dépendant que de ça, et que chacun a un peu de patrimoine de son côté, je trouve que ça simplifie le fait, entre guillemets, de devoir se séparer si ça doit arriver, et ça permet aussi d'éviter de rester ensemble par intérêt économique. De se dire, attends, ça va plus dans le couple, mais si en plus on se sépare et qu'on doit tout vendre, mais là, il y a encore plus rien qui va, donc en fait, je vais rester, je vais rien dire, et puis, tu vois. Et ça, je pense qu'il faut éviter. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, je comprends. J'avais un très bon copain à une époque où il y avait un peu de l'eau dans le gaz avec sa femme. Hein, je vous parle de ça. C'est quelqu'un qui a une 50aine d'années et qui disait qu'une de ses grosses difficultés, c'est que, en gros, elle faisait un travail vraiment plaisir, mais qui lui rapportait quasiment rien. Elle vivait de loisirs, elle contribuait pour des associations, pour les gens qui n'ont pas d'argent, etc. Et lui avait eu un gros héritage familial et avait en plus un métier très rémunérateur. Et je me souviens d'une fois où on était en voiture ensemble sur le péage pour rentrer à Lyon d'ailleurs. Et il me dit, tu sais, moi, ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est que ma femme, je ne sais pas si elle reste avec moi parce qu'elle m'aime encore ou parce que financièrement, en fait, elle ne peut pas faire sans, ou alors c'est toute sa vie qui change. Et j'ai eu le cas exactement pareil, mais à l'inverse, où c'est une nana que je connaissais, où le mari, qui avait en plus un handicap, tout ça, qui était autiste, je crois, ou Asperger, enfin quelque chose qui l'empêchait d'avoir une activité professionnelle complète. Et c'était elle qui ramenait tout l'argent à la maison. Et du coup, elle disait, ouais, mais tu sais, moi, je sais pas s'il est avec moi parce qu'il a besoin ou parce qu'il a envie. Et c'est vrai que ça, c'est pas facile, je pense, dans une relation de couple où il y en a un qui veut commencer à construire du patrimoine et puis un qui veut pas forcément construire. J'ai un exemple en tête de 2 personnes qui ont divorcé, où je les connais depuis qu'ils sont ensemble quasiment. Lui a toujours fait pas mal d'immobilier, il a acheté un restaurant, il a travaillé dedans, il a revendu le fonds de commerce, puis il a gardé les murs, puis il l'a fait 2 fois, puis il l'a fait 3 fois. Et le jour où ils se sont séparés, elle dit, bah ouais, mais bon, moi, il me faudrait quand même me verser une indemnité parce qu'il a beaucoup plus de patrimoine que moi. Et je me rappelle
de la situation où lui lui dit mais attends, je t'ai toujours proposé de faire avec moi et tout, tu m'as toujours dit que c'était pas ton truc, que t'avais pas envie de te prendre la tête avec ça, et maintenant que j'ai géré tous les problèmes tout seul, tu me dis en gros il faudrait que tu me fasses un chèque de la moitié. Et pour le coup ces personnes-là étaient mariées sous le régime de la communauté, donc il lui a fait un chèque de la moitié, même si elle n'a jamais pris part au truc, quoi. Donc, souvent, en plus, après, c'est un moyen de faire chier l'autre. Donc, c'est un levier pour, entre guillemets, je vais le faire chier. Il a construit un truc, je vais le faire chier. c'est ça. Et Et non, puis, mais c'est toi, ça, tu as ouais. des enfants. Toi, demain, tu as acheté des dizaines d'appartes, ta compagne, et c'est pareil encore une fois dans l'autre sens, elle en a pas acheté, il en a pas acheté. Bah forcément, tu n'as pas le même rythme de vie, tu fais pas les mêmes vacances, tu vis pas dans la même maison, tu n'achètes pas la même voiture. Alors, ça, c'est des choses très matérielles, effectivement, mais il y a quand même un confort du quotidien qui n'est pas le même. Je pense que c'est pas facile à, Non, ça doit être super dur. facile à gérer. La séparation, là, quand il y a vraiment deux parents, tu vois, par exemple une dame qui gagne très très bien sa vie, qui peut faire des voyages de fou avec son enfant, et l'autre à côté qui gagne un peu moins, ouais, ça doit être compliqué. Ouais. Ça va être très compliqué. Et en plus, tu sais, tu dois, en tant que parent, entre guillemets, bah, tu vois, tu dis, ah purée, je peux pas. Enfin, tu vois, moi je le vois, ma fille, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle soit heureuse et qu'elle manque de rien, tu vois. T'as envie de ça, tu vois. Et c'est vrai que bah, quand tu peux financièrement pas pouvoir offrir ce confort-là, alors que tu vois, à l'opposé, tu vois, peut-être ta compagne, elle peut offrir ce confort-là. Ça doit être, psychologiquement, ça doit être très difficile. Hein. Ton enfant qui revient et qui dit chez maman, j'ai eu tel jouet et tout, est-ce que je peux avoir le même? Et que toi, tu dis je fais un crédit. Chez maman, on est parti aux Seychelles pendant les vacances de Pâques. Ah ouais, bah nous, on va aller ailleurs aussi. Ouais. Mais tu vois, même pendant le couple, je trouve que c'est. En fait, il n'y a pas de bonne métrique de comment est-ce qu'on répartit les dépenses. On a pu échanger avec des gens qui ont fait des trucs genre au niveau proportionnels. de la gestion financière, Ouais, c'est ça. Mais t'as deux teams, genre le compte commun à 50-50 ou le compte commun au prorata de ce que tu gagnes. Mais le prorata, il est touchy, hein. Ça on l'a vu. Mais pour le coup, quand ta situation, elle change, t'en as un qui a une situation un peu stable, on verra s'ils se reconnaîtront. T'en as un qui a une situation un peu stable, et puis un autre qui a une situation stable, et puis ensuite il gagne moins, ensuite il regagne beaucoup plus, et ensuite il devient entrepreneur. Donc du coup, il pilote sa rémunération maintenant. Donc comment tu mesures qu'est-ce qu'il gagne, tu vois, comparé à quelqu'un qui est salarié? C'est hyper compliqué. Et inversement, tu vois, pour reprendre ton exemple de quelqu'un, imaginons madame qui gagne énormément, monsieur gagne moins bien, bah madame elle a envie de lui faire plaisir à monsieur en fait, et de dire vas-y, on va en vacances, c'est bon, tu vas pas payer 10% des vacances, ou on va pas payer à 50-50. Parce que tu gagnes 10% de ce qu'on gagne. Bah t'as envie de partager. Et tiens, c'est une réflexion que je me suis fait récemment, c'est que, tu vois, je trouve que l'argent, dans un premier lieu, il t'amène la possibilité de dire non à des choses que t'aimes pas. Tu vois, un travail que t'aimes pas, à quelqu'un qui te parle mal, on en parlait tout à l'heure. C'est beau ça. L'argent, il t'amène à la capacité de dire non à des choses que t'aimes pas. Et ça, c'est des choses que tu peux apprécier tout seul. Tu vois, ça, c'est le step 1, on va dire, de ce que l'argent il t'amène. Okay. Mais le step 2, du coup, une fois que t'as éliminé les mauvaises choses, c'est profiter des bonnes choses. Et profiter des bonnes choses, bah, je trouve que ça se fait à plusieurs, tu vois. Ouais. Et du coup, une fois que tu as la capacité d'acquérir ces bonnes choses et que tu as envie d'en faire profiter ta moitié, bah, c'est hyper dommage de pas le faire en se disant tiens, mais du coup ça va être déséquilibré, ou alors de dire ok, on va équilibrer ça financièrement, mais du coup ta moitié en fait elle va mettre la moitié de son salaire dans le week-end. C'est pas logique non plus. Il n'y a pas de bonne réponse à ça, mais je trouve que c'est compliqué. Alors à moins du coup d'avoir à peu près les mêmes revenus, tu te poses pas la question, mais en dehors de ça, quand il y a une grande disparité, mettons un écart, tu vois, de 1 à 4 par exemple, t'en as un qui gagne, je sais pas, 10 000, l'autre qui gagne 2005, c'est un écart suffisant pour se dire que celui qui gagne 10 000, s'il a envie d'en faire un peu profiter l'autre, ça va vite être un tiers, la moitié de son salaire qui va mettre dedans, quoi. Mais ça, c'est très compliqué de répondre à cette question. Moi c'est un cas très concret, ça, parce que tu vois, avant on était salarié chez Vinci, grosso modo quand j'étais salarié, je gagnais la même chose que ma copine, tu vois, donc on se posait pas ces questions, grosso modo compte commun à 50-50. Donc et quand 50-50. Ouais, voilà, on allait au resto, 50-50. Et en vrai, aujourd'hui, tu vois, c'est vrai que je gagne mieux ma vie qu'elle, mais dans des proportions, tu vois, quand même, quasiment x2, x3. Et en fait, c'est vrai que des fois, tu vois, je sais pas, on va faire un resto, ça me fait plaisir de le payer, tu vois. Et elle est là en mode, non, mais c'est bon, je veux payer, etc. Mais au bout d'un moment, t'as des trains de vie qui sont, tu vois, elle gagne très bien sa vie aussi, mais tu vois, on n'est plus dans les mêmes proportions. Et en fait, elle est pas dans ce tempérament, elle aime pas se faire payer les choses, tu vois. Et okay. Du coup, mais en fait, au bout d'un moment, il y a une limite à ça, tu vois. Tu pars en vacances dans des beaux endroits, etc. Au bout d'un moment, tu peux pas, quand t'as un salaire qui est capé, tu peux pas payer, quoi. Et ça, tu vois, moi, c'est un sujet qui me fait un peu peur, c'est peut-être dans 20 ans, tu vois. Là, aujourd'hui, on fait de l'IMO, on n'est pas rentier à court terme, mais dans 20 ans, voilà, les biens, il y a plus de prêts, etc. Tu sais que, voilà, si tu veux arrêter de travailler complètement, tu peux le faire. Ouais. Et si tu veux passer ta vie à faire le tour du monde, entre guillemets, tu peux le faire aussi. Et là, t'es dans des proportions 1 à 10, 1 à 20. C'est ça. Et même en termes de vie, t'as plus la même vie, tu vois. Moi, j'ai 32 ans, t'as même pas 30. 27, moi. Oh, putain, ouais, t'es méga jeune. Là, j'ai pris un coup de vieux, tu vois. Non, mais t'imagines, t'auras genre, allez, t'as 47 ans. Ouais, genre, en gros, on a 50 balais, tu peux être à la retraite, tu vois. Tu peux te dire, je fais ce que tu veux de ta vie, je voyageais toute l'année, Et à côté de ça, tu as peut-être une compagne, comme moi, qui n'a pas investi dans l'IMO, donc du coup, qui doit travailler pour, entre guillemets, gagner de l'argent. Jusqu'à 60. Voilà, 70 peut-être, ou 80 peut-être d'ici là, tu vois. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Tu lui dis quoi? Tu lui dis, non, mais c'est bon, arrête de travailler, et puis viens faire le tour du monde avec moi. Et du coup, en fait, elle vit à tes crochets. Et en vrai, même pour elle, je trouve que c'est pas une bonne chose, parce que, imaginons un jour, je pète un câble, on se sépare, en fait, elle a pas travaillé, elle a pas cotisé pour la
retraite, etc. Donc du coup, tu sais, foncièrement, tu dois te dire, bah non, c'est pas possible de faire ça. Mais d'un côté, moi, j'ai pas forcément envie de rester. J'aime beaucoup Chalon-sur-Saône, hein, mais tu vois, l'hiver, si je peux éviter d'être à Chalon-sur-Saône et partir peut-être, je sais pas, en Guadeloupe, l'île Maurice. Ouais, je le fais, tu vois. Mais du coup, où est-ce que tu mets le curseur et comment tu agis là-dessus? Et ça, tu vois, moi, c'est un sujet qui me fait peur, c'est un grand mot, mais qui me préoccupe parce que je me dis, dans 10 ans, 15 ans, comment ça va se gérer tout ça, tu vois? Moi, c'est pour ça que je lui ai jamais demandé son avis, mais elle me l'a toujours donné d'office aussi. Mais notre résidence principale, plusieurs SCI qu'on a, elle fait partie prenante. Parce que du coup, je prends Même si elle a mis zéro tu- de capital. Ah, mais elle met tout son temps. Elle met tout son temps, ouais. Mais elle met une grande partie de son temps, mais elle est payée pour mettre ce temps. Voilà, en plus. Mais je veux dire, en plus, elle n'a pas mis de capital à l'intérieur, mais parce que je veux pas que si un jour on n'est plus ensemble, elle n'ait pas les mêmes loisirs que ce que moi je vais avoir. Non mais tu vois, ça c'est un point tu vois, c'est un point, je trouve, pour s'associer en couple, c'est de te dire on monte ensemble, tu vois, on prend l'ascenseur ensemble, tu vois. C'est soit on est sur le même chemin, Ouais. on est entre guillemets, tu vois, j'imagine, je fais pas mal le parallèle avec la montagne où tu gravis les différents camps de base, tu as différents steps, etc. Pour moi, c'était indispensable. Et d'ailleurs, je me souviens que ma compagne actuelle, Amandine, la première fois qu'on est allé boire un verre ensemble, on se connaissait pas, on s'était vu 2 fois. Je lui ai dit, moi, de toute façon, ma femme, elle travaillera avec moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et je me rappelle qu'on en avait rigolé, parce qu'elle me dit, ah, mais dis donc, t'as la tête dure, machin. Je lui ai dit, non, mais je vois pas comment est-ce qu'avec la vie que je veux, ça peut en être autrement. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, on s'est posé la question au moment où on a eu notre premier enfant, où elle était chef d'entreprise, où elle gagnait bien sa vie. Mais comparativement, évidemment, à ce que moi je peux gagner, c'était dans une autre mesure, où on s'est dit, il va falloir payer la crèche, la nounou, etc. Parce que si elle est chef d'entreprise, que moi je suis chef d'entreprise, on peut pas. Il y a un moment où ça va coincer. Ça va coincer pour des samedis. Elle était commerçante en plus, donc il fallait qu'elle soit ouverte les samedis. Moi, je travaillais les samedis aussi, plus les gardes et tout. Et l'un de l'autre, on s'est dit, il faut qu'on privilégie peut-être la carrière de l'un par rapport à l'autre. Mais du coup, je trouve que pour faire ça, il faut que ça ne devienne pas ma carrière, que ce soit notre carrière. Et j'essaie de mettre un point d'honneur, de lui dire non, c'est nos projets, c'est notre vie future, c'est nos vacances, c'est notre maison, c'est notre parc immobilier. Et elle est complètement inclue dedans. Alors en plus, elle travaille dedans, c'est son emploi maintenant à temps plein. Mais Puis elle prend du plaisir maintenant, je pense, à développer ça. Et puis elle prend des décisions surtout. Ouais. Que moi-même je ne prends pas. Il y a plein de dossiers où elle est beaucoup plus au courant que moi, elle gère beaucoup plus que moi, elle gère les dépenses toute seule. Ouais, 100% quoi. Non, mais en vrai, il n'y a pas de bonne réponse à Donc ça. je l'ai associé de fait. Ouais. Peu importe les conditions, drapeau rouge, pas drapeau rouge, est-ce qu'elle met du capital, pas de capital, parce que je voulais qu'on soit sur le même chemin de croix. Ah, mais c'est un grand débat, en vrai, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Et du coup, vous êtes team 50-50 sur le compte joint, au prorata de ce que vous gagnez Ah, mais moi, en vrai, je suis team 50-50 sur le compte joint, tu vois, pour les dépenses du quotidien, tu vois. Et après, c'est vrai que souvent, je sais pas, on va faire 2-3 trucs, je prends avec ma carte perso. Mais ouais, c'est vrai on n'est pas au prorata, quoi. Pas au prorata. Non. Mais même ça, tu vois, c'est. Donc ça lui demande un effort plus important pour elle que pour toi. Ouais, mais en fait, oui, non, mais c'est clair. Mais en fait, c'est ce qu'elle veut. Moi, j'ai une copine, tu vois, qui est assez dépensière. Donc en fait, si, tu vois. De toute façon, elle ne veut pas l'investir. Non, mais je me souviens, il y a une époque, tu vois, mes beaux-parents, ils étaient un peu choqués parce que du coup, en gros, c'est eux, les anciens, ils mettent tout sur les comptes. Tu vois, les salaires, il n'y a qu'un compte, tout arrive sur le compte, tu vois. Ouais, et ils ont 2 cartes bleues pour le même compte. C'est ça. Mais moi, si je mets mon salaire et celui de ma copine sur le même compte, il va partir. Mais ça va être une dinguerie ce qui va se passer. Et en vrai, ça générait des engueulades parce qu'en fait, là, tu vois, elle a ses comptes. J'ai mes comptes, donc elle dépense ce qu'elle veut et je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Mais si jamais c'était tout mélangé, je sais qu'il y a des moments où je pourrais dire, mais attends, mais pourquoi t'as acheté ça servait à rien. Et en fait, elle pourrait dire, mais pourquoi t'as me fait un virement de 2500 € sur Trade Republic Qu'est-ce qu'on en a à foutre des actions de la France, de je sais pas quel truc t'as acheté. Moi j'aime bien, genre chacun a ses comptes où on se fait plaisir et après il y a le compte commun pour les dépenses tu vois, liées au quotidien, quoi. Mais ouais, nous c'est vrai que c'est du 50-50. Après, c'est du 50-50 au doigt mouillé, quoi. Mais toi, comment, toi, tu fais comment du coup ? Nous, on fonctionne pas comme ça. Elle s'occupe plus des enfants que moi. Donc moi, j'assure les charges financières courantes tous les mois. Pour leasing de la voiture, le loyer, les charges, la taxe foncière, tout ça. Elle, par contre, elle s'occupe quasiment tout le temps des achats pour les enfants, genre les fringues et tout. Mais j'avoue qu'on compte pas. On a un montant de charge fixe tous les mois où moi je fais le virement au début du mois, mais par contre c'est elle qui emmène les enfants à l'école tous les matins, c'est elle qui va les chercher tous les soirs, et ça c'est du temps. Alors certes c'est pas du travail, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est du temps où elle pourrait travailler et gagner plus, mais étant donné que moi à l'heure je gagne plus qu'elle, on s'est dit bon,
il faut qu'on raisonne aussi logique. On a des plaisirs de vacances, on aime bien s'acheter des jolies choses, on a envie de faire voyager nos enfants régulièrement, tout ça. Donc voilà, Non, mais tu on va raisonnes, réfléchir un peu Moi, mathématique. Quoi. je raisonne global en fait. Enfin, son argent, c'est inversement. Enfin, tout est lié quoi. Il y a pas de. Mais tu vois, j'entendais que c'est un des sujets où on se prend, enfin, de couple où on se prend le plus la tête, Exactement, ouais, dans l'argent. certaines études, ouais. Mais je me souviens pas m'être pris la tête pour de l'argent avec, tu vois, avec. Enfin, j'ai jamais eu ce sujet là, moi, tu vois. Est-ce que c'est pas dans les cas où il en manque justement? C'est un sujet d'engueulade en fait quand c'est en manque. Bah oui, forcément. Oui. Putain, ça fait chier. On a trop d'argent quoi. Non mais oui. Non, mais Non, tu mais vois ce c'est que je veux quand dire, il en manque. là on parle de répartition quand on en a. Depuis tout à l'heure on parle pas du cas où il en manque. Ouais. Mais quand il y en a aussi, tu vois, c'est aussi de te dire, bah tu vois, elle a fait peut-être une dépense qui n'avait pas à tes yeux d'intérêt, tu vois. Donc ça peut être une source, tu vois, d'énervement. Après, quand il y en a pas, bah oui, c'est encore pire quand tu. Et du coup, quand il y en a besoin, c'est qui force pour aller le chercher? C'est toi ou c'est elle? Bah en vrai, tu vois, là, Je veux on a- pas créer de conjugopathie. Hein. Tu Ouais. peux dire Joker si tu penses que. Non, mais en fait, enfin, tu vois, on a tous les deux la chance de gagner bien nos vies, en fait, et on n'a pas tu vois, on n'a pas ce problème-là, tu vois. J'ai pas, enfin, puis tu vois, nous, on est là, grosso modo, tu vois, je suis entrepreneur, mais j'ai une sorte de quand même de salaire fixe, et plus je travaille, enfin, tu vois, j'ai pas d'objectif, etc. J'ai pas forcément, tu vois, de rémunération variable, donc en fait, j'ai pas à travailler plus, tu vois. Et elle, pareil, elle a un salaire fixe, tu vois, elle a pas forcément de variable, donc en fait, on n'a pas ce sujet où il faut aller travailler plus pour aller chercher de l'argent, tu vois. Donc c'est pas le cas. Demain, vous êtes en recherche de maison. Mm. Demain, vous achetez une maison. Ouais. Il faut mettre 100 000 d'apport. Ouais. Qui les met? Ça va être moi. Ok. Et quel pourcentage de la maison? Quelle répartition du capital? Je sais pas, on fera en fonction de l'apport, tu vois. Je pense qu'on fera ça. Enfin, je sais pas, en fait. Donc si c'est toi qui mets tout à 100%. Non, mais je mettrai pas tout. Mais ouais, je pense qu'on fera. En gros, grosso modo, on fera un truc. Tu vois, je mettrai peut-être l'apport, une bonne partie. Après, les mensualités, on fera peut-être autour des 50-50. Mais je sais pas trop. Il faudra réfléchir. Enfin, moi, l'idée, en fait, j'ai surtout pas envie de me prendre la tête avec l'argent, tu vois, en couple. Pour moi, c'est vraiment une phobie, ça. Et donc, j'ai envie que, tu vois, enfin, est-ce On que fait ça. ce qui est au plus Ouais, simple. ça te va, oui, ça me va, et parfait, tu vois. Et donc, non, mais c'est vrai que oui, tu vois, moi je suis quelqu'un, je dépense pas beaucoup moins, tu vois, je dépense beaucoup moins qu'elle et j'y gagne plus qu'elle, donc forcément mathématiquement, bah il y a plus d'argent sur les comptes et du coup ouais, je mettrai plus d'apport. Mais encore une fois, je raisonne en mode c'est global, c'est pour ma famille, tu vois. Ouais. C'est même pas pour moi en tant qu'Antoine, tu vois. J'ai c'est le cas pour, d'une copine en tête où quand on fait des soirées avec elle, en l'occurrence, elle a une meilleure situation que monsieur. Ce qui commence à être une bonne majorité des cas, hein, je sais pas autour de vous, mais enfin moi je sais que par exemple en études de médecine, c'est plus de 70% de femmes aujourd'hui. Qui ont derrière des bonnes rémunérations comparativement au salaire médian. Et souvent, en soirée, elle fait la remarque oublie pas que t'es chez moi. Ah ouais, non, mais c'est trop dur. Tu vois, mais elle le dit en rigolant, Ouais. mais elle le dit suffisamment Ouais. souvent. Pour que ça lui rentre dans la tête et qu'il se dise ouais, je suis chez elle. Exactement. Ouais. Et lui, ça le fait chier. Mais d'un autre côté, c'est comme ça. Lui a pas fait d'études. Elle est cardiologue. Donc voilà, forcément, cardiologue libéral, lui, il n'a pas fait d'études, il travaille quand même, hein, bien sûr, mais il y a une disparité de revenus qui est énorme, qui est sociétalement pas ce qui est dans la majorité des cas, parce qu'on a quand même toujours été habitués pour nos parents, nos grands-parents, à ce que ce soit monsieur qui travaille, madame qui s'occupe des enfants, etc., qui privilégie moins sa carrière. Aujourd'hui, ça a tendance à s'inverser ou à minima à s'égaliser. Ouais, parce qu'il y a une bonne chose hein, d'ailleurs. Et, puis de Et toute façon, avec. c'est source de conflit. Ok. Ouais, bah en même Et temps, du moi coup, j'aimerais. elle va dire, mais de toute façon, tu peux pas. Mais du coup, lui, quand il entend ça, eh ben, ça le met hors de lui. Et encore plus quand il y a du monde à la maison, tu vois, parce il a l'impression qu'elle l'écrase de par son pouvoir économique. Alors qu'elle, pas du tout. Elle dit, mais mathématiquement, on peut pas faire autrement. Je gagne 10 000 euros par mois, t'en gagnes 3. On peut pas du tout. C'est pas possible, quoi. Non, bah les proportions. Mais tu vois, moi, tu vois, par contre, jamais j'en parle pas, tu vois. Genre, en fait, même, tu vois, des fois, genre, je sais pas, en resto, je vais payer avec ma carte, elle le sait même pas, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est pas sujet. Ouais, à je m'en fous, en discussion, fait, je m'en fous. Tu sais, c'est juste en mode. Voilà, je le fais et ça me fait plaisir de le faire, mais je vais pas. Ouais. Tu vois, bah, c'était notre première résidence principale qu'on avait achetée, tu vois. Ma copine, à l'époque, elle voulait absolument être à 50-50, parce qu'elle voulait avoir. Tu vois, en gros, elle voulait être chez elle, tu vois. Elle me disait, ouais, mais comme ça, si un jour on n'est plus ensemble, bah, je serai chez moi aussi. Et tu vois, je serais comprends. pas à l'entendre la réflexion de dire, ouais, t'es chez moi, si t'es pas content, tu peux partir, tu vois. Mais ça, je trouve que c'est vraiment très très dur. Moi, je n'oserais pas le dire quand même. Bah, surtout devant du monde, ouais, c'est Ouais. que. Ouais, c'est pas ça. Ouais, je trouve que c'est pas simple. C'est pas simple. Ouais, à je suis gérer. d'accord. Toi, ton avis, plutôt team 50-50, plutôt team au prorata des revenus Ça dépend sur quoi. Alors moi je suis séparé, donc du coup je me pose pas la question. C'est Mais 100%. si tu avais du coup une nouvelle Ouais. relation. Bah du coup j'ai déjà ma résidence principale. Ok. Donc c'est chez moi. Donc elle viendrait vivre chez toi. Bah ouais, forcément. Je l'ai déjà. Et Donc, si elle du te coup, dit, ouais, mais Charles, j'aimerais être aussi chez moi, donc je veux que tu me vendes 50% de ta maison.
Ouais, après c'est un peu con parce que tu gaspilles des frais de notaire. En fait, il y a aussi, tu as ce côté rationnel Ouais. dire, mais pour un truc. Il lui ferait un PowerPoint. Genre, alors, je t'explique. Imagine, pourquoi c'est pas pour un, intéressant. truc pour un truc psychologique, tu vas payer 20 000 euros de frais de notaire. C'est super con. Enfin, du coup, prends les 20 000 euros et puis on va en voyage. Tu rachèteras une maison. Donc non, il y a aussi ce côté-là où je trouve que il faut être rationnel. Effectivement, de construire ensemble, c'est plus facile de le faire, on va dire, la version 1 ensemble, que de dire de rentrer en cours de route de la version 2, toi t'as déjà ça, l'autre il a déjà ça. J'y vois plus compliqué. Ok. Et du coup, team 50-50, prorata des revenus. Ça dépend de l'écart de revenus. Pour moi, tu vois, on va dire que t'es à plus ou moins 20% au niveau des revenus, tu as les mêmes revenus. Donc, là, t'es à 50-50. Elle gagne 3 000. Ouais, là ça commence à faire plus. Là t'es à 40%, là par contre ça commence à être un vrai écart, tu vois. Donc là je pense qu'il faut pondérer, après pas au-delà de faire, pas au point de faire un tableau Excel comme on l'a vu, tu vois, au centime près. Ah vous l'avez vu ça? Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, vu qu'on a fait de l'accompagnement, tu rentres des fois dans la vie vraiment intime des gens, tu vois. Alors qu'on ne veut pas forcément, mais tu vois, il y a des gens, Ah mais t'as des trucs, c'est dingue, ouais. Ah ouais? Ah ouais, le truc le plus incroyable enfin un exemple que vous avez en tête où vous dites, ouais, non mais c'est des psychopathes. T'en as un là comme ça, un truc. Alors il y avait celui-là où en fait au début c'était en proportion des revenus, mais où en fait t'as un des deux membres du couple qui a eu beaucoup de changements de vie en fait. Tu vois, je vais pas dire parce qu'après on va le reconnaître, mais bref, qui a eu du coup différentes situations, bien, beaucoup moins bien et tout, mais qui était toujours choisi, hein, il a pas eu de galère ni quoi que ce soit. Mais par contre, en ayant posé le fait de dire, tiens, on fait aux proportions des revenus, en fait, au début il était à 50, après il passait à 10, après il passait à 90, après il repasse à 40. Ouais. Et puis elle, à chaque fois, il fallait qu'elle. Et à la fin, maintenant qu'il est entrepreneur, comment tu mesures la rémunération d'un entrepreneur? En fait, tu pilotes ce que tu te payes, donc si t'as envie de te payer moins, du coup tu contribues moins, mais à la fois tu vas pas te payer plus pour en donner la moitié à l'URSSAF, juste pour dire, tiens, je contribue autant que toi. Et tu vois, ça instaure plein de biais. Et ça, donc c'est pour ça que ça, c'est l'extrême, je trouve que c'est trop. Le 50-50, il est bien si t'as pas trop d'écart de revenus. Tu vois, jusqu'à 20%, imaginons, t'es 5 000 euros, du coup 20%, ça fait 1 000 euros. Donc si ton conjoint, ta conjointe est entre 4 et 6, c'est ok, 50-50, pour moi, tu vois, ça change pas grand-chose. Par contre, si t'en as un qui gagne 5 000, un qui gagne 2 000, tu gagnes 2 fois et demi plus que l'autre, là, il faut rééquilibrer. Mais ça, je trouve que ça évolue aussi au fil des générations. Tu vois, c'est un vrai sujet. Hein. De toute façon, je sais qu'on a pareil beaucoup de couples qui prennent le programme d'accompagnement pour se faire accompagner sur 6 mois sur l'achat d'un bien. Et où du coup ils payent un accompagnement et en fait les deux ont accès et on le fait très facilement. Mais c'est un vrai sujet pour beaucoup, c'est comment on répartit qui met quoi, qui fait quoi, est-ce qu'il faut le mettre dans le pacte, et ça arrive même parfois certains qui prennent par exemple un appel avec moi, mais chacun séparément. Ah, tu deviens le psychologue de couple. Tu vois, limite, et tu dis, écoutez, moi je fais comme ça avec ma compagne, il n'y a pas vraiment de leçon toute faite, vous faites un peu comme vous voulez. Mais les gens sont demandeurs de ce qu'il faut faire, quoi, comme s'il y avait un protocole. Et puis, dans un couple, tu vois, là, on avait des clients, ils se reconnaîtront peut-être, mais ils ont un impayé sur un appart, tu vois. Et le mec, lui, il veut en faire un autre, tu vois, alors qu'il a un impayé sur un, bon, garantie Visa, etc. Donc, ouais, il est payé quand même. Et sa compagne, du coup, elle, plus réticente, tu vois. Ouais. Et en fait, des fois, je me dis aussi, nous, en tant que mec, des fois, on est un peu débile, tu vois, on a une aversion au risque. Qui est différent peut-être. Qui est vraiment différent, tu vois. Il y a des moments où on se dit, vas-y, on enchaîne. Et qui s'explique d'ailleurs hormonalement, hein, avec la testostérone. Et du coup, la femme qui est peut-être un peu plus, tu vois, là, on va pas tomber dans l'exploitive, mais peut-être plus réfléchie, tu vois, qui va poser un peu plus, qui va un peu réfléchir avant d'agir, tu vois, alors que nous, des fois, on va peut-être être dans l'opposé. Et en vrai, tu vois, eux, pour le coup, ils arrivent à bien s'entendre, donc ça crée pas de tension au sein de l'investissement et dans le couple. Mais tu vois, je pourrais comprendre un mec qui est vraiment très moteur et très très chaud. En fait, il dit, mais c'est bon, tais-toi, on en fait un autre. Ouais. Et en fait, du coup, il faudrait pas que, voilà, c'est une association à la base, hein, c'est une SCI qu'ils ont créé ensemble, faut pas que, tu vois, il y en a un qui écrase l'autre, parce que les deux ont autant de pouvoir dans la SCI, tu vois. Donc ça, là, faut qu'il le fasse tout seul. Du coup, si lui, il a vraiment envie de le faire et mais il a besoin d'elle pour aussi financièrement pour faire un autre. Non, mais et en vrai, là, tu rentres dans des trucs un peu psychologiques. Enfin, c'est de la psychologie, tu vois. Et tu rentres dans des trucs, c'est carrément. pas simple. Hein. Et tiens, du coup, puisque depuis tout à l'heure, on parle de flux de revenus, mais parlons stock. Si un héritage qui tombe. Imaginons, on reprend l'exemple, t'as monsieur, madame qui ont des revenus dépareillés, mettons, il y a 40% d'écart entre les deux. Ton exemple, il y en a un qui gagne 3, l'autre qui gagne 5. Puis celui qui gagne 3, il y a 300 000 euros d'héritage qui tombent. Comment on appréhende le stock, tu vois, c'est encore plus difficile que le flux. Parce que t'as un flux qui rentre, t'as un flux qui sort, tu payes ton crédit, tu payes ton loyer, tu payes tes courses. C'est des flux pour des flux. Par contre, du stock, comment est-ce qu'on l'appréhende? Ce 300 000 euros là qui vient de tomber, qu'est-ce qu'on en fait? Si on avait un projet d'acquisition, par exemple, tiens-toi, si ta conjointe, elle reçoit 300 000 euros d'héritage, après, elle peut le mettre dans la résidence principale, dans le sens où, tu vois, c'est pour nous, mais après, je lui demanderais pas de mettre ces 300 000, tu vois, du coup, là, on pourrait faire 50-50. Sur le stock, du coup, parce qu'elle en détient aussi. Donc, si elle a du stock,
Du coup, je lui dirais, t'es 300 000 plutôt que d'aller acheter des conneries avec. Ouais. Tu vois, investis dans la pierre avec moi, dans la Avant résidence qu'il principale. s'évapore dans des Avant fringues. qu'il s'évapore dans quelque chose de moins productif, quoi. Ouais. Mais par contre, ouais, ça serait, moi, tu vois, je dirais, c'est ton argent, après, tu t'en fais ce que t'en veux, tu vois. Je lui mettrais pas cette pression en mode, ah ouais, par contre, les prochaines vacances, quand même, t'as touché 300 000, quoi. Ça serait bien que. Donc du tu coup, vois. le stock ne va pas dans du flux. C'est-à-dire que le stock va dans du stock. T'as récupéré ton héritage, tu le mets dans de la résidence principale. Ouais, tu et je l'immobiliser, l'encouragerais, ok. et tu vois, je l'accompagnerais à faire de l'IMO, tu vois. Voilà, je lui investir, ferais- ouais. En fait, je lui ferais tout pour qu'elle investisse dans l'IMO, Ouais. tu vois. Et Et ça serait imaginons- à elle, et ça serait pour elle, tu vois, je ferais ça, je pense. Imaginons, vous avez déjà votre RP, t'as mis 100 000 d'apport et tout. Elle touche 300 000. Est-ce que du coup, elle va plus contribuer aux dépenses récurrentes, tu vois? Non, le stock va pas payer du Non, flux. ouais, du coup. moi, je. C'est pas fait Ouais, pour. ouais. Non, j'ai pas. Puis, Mais c'est une question à se poser. ouais, Imagine, c'est on vrai. rajoute un 0, 3 millions. Ouais, mais là, ça devient des proportions. Mais non, mais en fait, le problème, Ouais, c'est que c'est là, toujours du une coup, question de elle arrête proportion. de travailler, et du coup, d'un moment, enfin. Tu vois, tu vois, mais c'est un peu, tu vois, comme on disait tout à Elle l'heure. touche 3 millions demain, elle arrête de travailler. Ouais, oui. Ok. Ouais, Et je vous? pense. Non. Non, mais tu sais, enfin, moi, franchement, tu me files 10 millions, je te dis, je suis pas plus heureux, tu vois. Parce Moi, qu'avec 100 millions, t'arrêtais la dernière fois. Hein. À 100 millions, tu faisais le tour du monde. Non, Elle est où, la justement, limite j'aimerais pas gagner au loto, tu vois. J'aimerais pas gagner au loto parce que je me dis, j'aimerais pas toucher une énorme somme maintenant où tu te dis, t'as plus d'intérêt en fait Ouais. à construire quelque chose, quoi. Et ça, c'est Moi, je marrant, le ferais ça, pas. Ouais. c'est un Les truc fameux assez, malheureux du loto. Ouais. Non, mais franchement, en vrai, psychologiquement, c'est horrible. T'as plus d'objectifs, t'as plus rien. On en parlait la dernière fois, tu vois. Mais c'est pour ça que t'es accompagné psychologiquement, etc. Parce que ta vie, genre, elle change radicalement, tu vois. Et après, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, tu sais, des gens, est-ce que, du coup, elle est avec moi pour l'argent, etc. Mais demain, genre, tu gagnes 100 millions d'euros. Il y a des gens, tu sais, peut-être tu vas te faire un pote dans la rue. Enfin, tu vois, tu peux rencontrer un mec au bar en mode, ça devient ton pote. Donc, peut-être que tu te dis, attends, est-ce qu'il sait que je suis riche et c'est pour ça qu'il est pote avec moi? En fait, du coup, t'as plus, enfin, Ouais, c'est pour ça que toutes les tes riches relations, fréquentent des elles sont- riches. que- ouais, mais du coup, mais quand t'es pas issu, tu sais, genre, enfin, je sais pas, tu gagnes 100 millions. Enfin, c'est quand même des gens, tu vois, en France, t'es dans le 0, enfin, je sais pas exactement, mais t'es dans l'élite de l'élite, tu vois. Et tu vois, ces gens-là, tu sais, sans caricaturer, mais ça fait un peu comme les tuches, quoi. Tu vois, tu passes dans une catégorie où les gens, en fait, ils parlent c'est des codes différents, tu vois. Et toi, t'es pas forcément habitué à ça, et t'as pas forcément envie de graviter dans cet environnement-là. Donc, à la fois, quand t'es avec des gens comme toi, entre guillemets, comme nous, tu vois, on est issus de pas grand-chose et on s'est hissé vers le Ou haut. de la entre même guillemets. classe sociale. Ouais. C'est ça. Et du coup, t'arrives dans une classe sociale où t'as que des gens de la haute qui, voilà, tu te sens pas à l'aise. T'es entre les deux classes et du coup, tu sais pas trop psychologiquement Ouais, comment ou naviguer. classé, ouais. Et puis, non, franchement, ça va pas être simple. Hein. J'aimerais votre avis sur un truc, parce que, et je sais pas si c'est un peu une question que peut avoir ta communauté, par rapport au niveau de richesse. T'as pas mal de gens qui ont fait des vidéos dessus, tu vois, et à la limite, au niveau des flux, c'est simple, il y a des statistiques de salaire, de machin, dans quel décile tu te situes, mais au niveau du patrimoine net, ce qu'on parle, à 3 millions, t'arrêtes de travailler, finalement, des fois, t'as des gens qui vont viser des chiffres stratosphériques, genre avant de 100 millions, je m'arrête pas, alors qu'en fait, déjà, t'enlèves un zéro à 10 millions, enfin, même si tu les places à 5%, ça fait 500 000 euros par an, même si t'en donnes la moitié aux impôts, il reste 20 000 euros par mois. Donc, du coup, vous, à quel niveau est-ce que vous situez le côté genre j'arrête, je peux être entier en mode ça va, ça couvre mes dépenses, et ensuite le step du dessus qui est je peux être entier et quelles que soient les conjonctures de marché. J'en parlais hier avec ChatGPT parce que j'aime bien brainstormer avec lui et de dire des dates avec Il se fait des kiffs, non salut, parce ma qu'autant belle. lui poser une question, tu vas Question comptable. tu vois, lui demander, ça c'est mon avis sur l'IA, mais lui demander un truc dont j'ai pas la réponse, ça non, tu vois, parce que je suis pas capable d'apprécier si juste il a déliré ou pas. Par contre, le fait de dialoguer avec lui pour qu'il te donne des idées Ouais. et qu'il alimente une réflexion, Ouais. c'est intéressant de brainstormer. Ouais. Et du coup, de dire, vous allez me dire, réfléchissez-y pendant que je pose la question, le premier niveau, le niveau en mode j'ai le choix, vraiment de me dire là, je ne travaille plus du tout, par contre, il faut que ça continue de tourner. Et ensuite, le step du dessus, c'est j'ai suffisamment de patrimoine net pour évidemment arrêter de travailler, ne plus rien faire, il y a des gens qui gèrent pour moi, mais en plus, c'est résilient à toutes les conjonctures, à toutes les situations de marché, à tous les scénarios, Donc, dans tous l'effondrement. les cas, tu as tes 20 effondrement 000 de- euros de salaire par mois. Le chiffre qu'il te faut, si c'est 20 000 pour toi, c'est 20 000. Mais du coup, de te dire, vraiment, la bourse crash, il y a Covid-19, encore, Ça change encore rien pour pire, toi. c'est ça. L'immobilier, il y a une nouvelle réglementation, Zuckman, il te prend 100% de tes loyers, tu vois. Et tu fais des backtests comme ça, quel niveau de patrimoine il faut pour être résilient à ces scénarios-là? Tu vois, à quel niveau de diversification mondiale il faut en termes de monnaie, en termes de localisation? c'est méga dur. Hein. C'est une question philosophique qui nous. Enfin, non, mais là, Alors c'est le une premier niveau, dissertation. le premier Ah niveau. ouais. Je Le pense premier Moi, que niveau, déjà, c'est ça mieux. inclut une dimension transgénérationnelle. C'est-à-dire que moi, tout ce que je le fais aujourd'hui, je veux pas que mes enfants aient à le faire. toi, tu veux dans la génération, donc en gros, tu crées et après tu veux qu'eux, ils gèrent juste entre guillemets, ils aient pas à Ou développer ils développent, plus. si, mais avec pas la même labeur que moi je mets. Ok. C'est pas que j'ai pas envie qu'ils en chient autant que moi j'en ai chié et que je continue d'en chier aujourd'hui parce que ce matin, encore une fois, j'étais à 5h45 au bureau, j'y suis probablement jusqu'à 19h ce soir et j'adore ça, donc ça convient à mon tempérament, mais je veux que même si mes enfants sont bêtes,
parce qu'on sait pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah bah non, je suis d'accord. J'ai beau avoir la tête bien faite, tu sais jamais demain tes enfants est-ce qu'ils vont bien travailler à l'école, est-ce qu'ils vont avoir des difficultés, est-ce qu'ils vont être autistes, est-ce qu'ils vont avoir un trouble de l'hyperactivité. Et moi j'en vois tous les jours, donc je sais très bien que peu importe les parents, tu choisis pas au jeu de la vie. J'ai envie qu'ils puissent avoir cette capacité à avoir le même rythme de vie que moi j'ai aujourd'hui, de partir en vacances régulièrement, d'avoir la possibilité de ne pas travailler s'ils ont envie de ne pas travailler. Donc déjà, dans ta question, il y a non seulement ce que moi je veux gagner, mais il y a aussi ce que je veux que tous mes descendants gagnent à partir de maintenant. Et par exemple, impossible pour moi demain de prendre ma retraite si les gens proches autour de moi ne peuvent pas le faire. Je pourrais pas. Ouais, on en revient à profiter tout seul, ça sert à rien. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Donc du coup, tu Impossible. mets la barre où ? En patrimoine net. Sans parler de flux, tu vois. Après, tu mets le taux d'intérêt que tu veux en face. Patrimoine net, franchement, je sais pas. J'en sais rien, mais... Je t'ai jamais posé la question. Non. T'as pas d'objectif sur ce chiffre-là, sur Non. le chiffre du patrimoine net ? Non, franchement, j'en ai pas. Ok. Et toi ? Bah, tu vois, il y a des seuils. Moi, en fait, je pense que là, déjà aujourd'hui, tu vois, si je vends ce que j'ai à vendre, je pense que je finis ma vie, tu vois, tranquillement. Après, je suis un peu comme toi. J'ai envie que, tu vois, mes enfants, ils soient. J'ai envie, tu vois, qu'ils travaillent, mais je vais me dire, tu vois, je partirai de 7 heures en se disant, t'as fait ce qu'il fallait et que, bah voilà, leur avenir est assuré, entre guillemets, financièrement. Après, je sais pas, je dirais psychologiquement, tu vois, c'est qu'on va dire, mais 1 million de cash, tu vois, je me dis qu'avec 1 million de cash sur tes comptes, t'es serein, quoi. Après, oui, bah, sauf cas exceptionnel où, je sais pas, tu peux plus retirer ou la banque fait faillite, etc. Sur tes comptes, tu peux pas prendre ta retraite. Je pense qu'il faut plus, ouais. Parce Ouais, que tu moi, vois, je suis pas imaginons sûr. que tu le donnes, du coup, là, À t'es ton plus là. niveau de vie. T'es plus là, donc on peut pas bien l'investir, donc on va Non, mais laisser safe. attends, ouais, non, mais 1 Vas-y, million de vas-y. cash, ça, c'est, tu vois, c'est une première étape, mais après, t'as encore ton patrimoine à côté, ouais. tu vois, Ah ouais. immobilier, etc. Non, mais là, je te parle vraiment tout confondu, Je sais patrimoine pas, net, je dirais là, que on vend tout. t'as 3 millions de patrimoine immobilier et t'as 1 million de cash Net, sur tes payé. comptes. Ouais, payé. Et 1 million de cash sur tes comptes, enfin, il peut absolument rien t'arriver. Ouais. Et tu vois, moi, je suis pas dans Enfin, j'irai pas chercher plus haut, tu vois. Tu sais, comme Anthony Bourbon qui dit je vais être absolument milliardaire, tu vois. Pour moi, Ça il sert à y rien. a une course. Ça a ça que n'a des plus- inconvénients. Ça n'a plus d'intérêt. Et puis, Mm. tu vois, enfin, on est là, on le sait très bien. L'argent, ça amène forcément des problèmes. T'as forcément des problèmes au niveau, tu vois, des relations, hein, parce que ça crée forcément Ouais. des Médiatique. jalousies, etc. Médiatique, t'en sais un petit peu. Et après, t'as aussi le fait que ça te crée des soucis. Enfin, tu vois, plus t'as d'IMO, par exemple, plus t'as des locataires potentiellement qui vont avoir des dégâts des eaux, des impayés, etc. Donc en fait, je me dis au bout d'un moment, enfin ça, tu vois, comme mon père quand il était petit, il me disait de toute façon, toi, t'as des problèmes de riches. Et en vrai, c'est ça aussi. Enfin, tu vois, quand t'es riche, t'as aussi des problèmes parce que oui, c'est sûr, quelqu'un qui est locataire et qui a pas de résidence principale à son nom et qui a absolument aucun locatif, c'est vrai qu'en vrai, ouais, t'as un problème chez toi, t'appelles ton propriétaire, c'est réglé, tu vois. Alors que quand t'es propriétaire d'un parc immo qui est assez gros, c'est toi, en fait, c'est à toi de payer, c'est à toi de gérer, de trouver la solution, tu vois. Donc je dirais que ouais, franchement, 3 millions de patrimoine net en immo et 1 million sur le compte. Enfin, en tout cas, pour la vie que j'ai aujourd'hui et pour la vie que j'aurai dans ma tête plus tard, ça me suffit largement, tu vois. J'ai peut-être un objectif. Alors, il n'est pas chiffré, mais j'aimerais atteindre le niveau de patrimoine où le fait de travailler ne change plus l'équation. Ouais. Donc ça veut dire que globalement, tu vis des Que je des flux travaille de ton ou que je patrimoine. travaille pas, Ouais, tu par vois même rapport pas à la ce que diff. je gagne, Ça change rien. ça change forcément, mais pas beaucoup. Donc, ce qui veut dire que je décide de faire un projet bénévole je dis n'importe quoi, montrer un foyer pour femmes victimes de violences. Je suis pas payé pour le faire, j'y passe 80 heures par semaine. Ça ne change rien à la machine à cash qui me permet de faire des projets. Moi, c'est ça aussi, tu vois, c'est le goal life, Ce tu vois, serait c'est ça. de te dire, Ouais. tu as besoin de travailler et que voilà, ton parc immobilier tourne, tu as du cash pour pallier à n'importe quelle taxe foncière, n'importe quel dégât des eaux, enfin n'importe quel gain dinguerie, tu sais que tu peux mettre la main au pot et que ça va pas t'empêcher de vivre et de faire des trucs de l'association, des trucs comme ça où tu vois, tu sais, je dis pas que c'est grâce à, enfin tu vois, j'ai rien à rendre entre guillemets si tu veux, mais faire le bien autour de toi, je trouve que c'est quelque chose de fou, ouais. Pour moi, c'est le seul truc. Ouais. Et ça rejoint ce proverbe, la meilleure façon d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase assez ça commence connue. par là. Hein. Ça commence par là, exactement. Et moi, j'aimerais vraiment avoir j'ai comme objectif d'atteindre ce niveau où je peux me permettre de ne plus travailler. Ça ne change rien à ma capacité à faire des projets, à investir dans des trucs, etc. etc. Donc du coup, ça veut dire que tu consommes tous les mois qu'une petite frange de tes revenus et que la majorité peut être réinvestie en fait. Donc non seulement tu ne travailles pas pour avoir les revenus dont tu as besoin pour vivre, mais en plus, les J'ai revenus des dont tu as dépenses besoin, fixes faibles. Ouais. c'est genre que 10%, 5% Exactement. des loyers que tu peux toucher ou autres sources de Exactement. revenus. Et toi, Charles, du coup, lui, il a une approche, ça va être hyper mathématique. Parce que moi, j'ai dit 3 millions, mais j'ai jeté un chiffre en l'air comme ça. Tu vois, lui, il va me dire, ça fait tant de loyer. Du coup, t'enlèves la. Non, moi aussi, non, mais pour le coup, j'ai pas du tout raisonné en mode IMO, tu vois, c'est vraiment patrimoine net, Ouais, peu importe
Ouais. peu importe les classes d'actifs, mais effectivement, le premier niveau, je le situerai à 3 millions. Ah Ok. ouais, tu vois, putain. Parce que mais du coup, pareil. 3 millions, je me dis, tu vois, si, imaginons, bah, tu meurs, tu donnes ça à un banquier ou quelqu'un qui va gérer ça vraiment en mode safe. Tu tu mets fais- ça à 6-7%. Tu fais 5%, et imaginons qu'il y a 50% d'impôts, parce que du coup, bah, Zuckman, il te prend la moitié, donc du coup, bah, il te reste, attends, ça fait combien? On a dit 5%, ça fait 150 000, ça fait 75 000 net d'impôts, ça fait 6 000 euros par mois, à peu près, ok. Avec 3 millions. D'accord. Donc là, du coup, on va dire que tu peux vivre normalement à peu près partout, sauf si tu as envie de t'acheter un truc de fou à Paris ou tu vois, dans le sud. Mais tu Et, vis très très bien. Ouais, c'est ça, tu vis bien, mais par contre, tu peux quand même, si t'es pas suffisamment diversifié, sauter en cas de faillite, de trucs, de réglementation sur telle ou telle classe d'actifs. Et du coup, il faut aller un petit peu au-delà, je pense, pour être capable justement de encore baisser ce rendement pour plus de diversification et pour aller chercher des choses où c'est juste, t'as des gens qui s'exposent juste en devises en fait, qui genre juste ils achètent Ou du compte à terme, c'est 4% je crois. en ouais, ce moment. des trucs, 3,95. Ouais, un truc comme ça. le CAT, ouais, Et, en ce moment dans les banques, nous on est autour Ouais, de c'est 3%, ouais. 3%, ouais. et 3%. bah, ça Après, dépend de c'est ton pas, échéance, c'est ouais. pas les meilleurs CAT aussi qu'on peut Ouais. avoir, peut-être. Mais voilà, en tout cas pour dire que tu donnes ça à un enfant mais qui est mineur, c'est géré par le juge des tutelles, tu vois. Et Ouais. bah du coup, il faut monter un peu le curseur, on va dire, si tu veux vraiment que ce soit résilient à la France qui s'effondre. Je vais pas faire le catastrophiste, Ouais, le bien complotiste sûr. ou quoi que ce soit, mais en tout cas, si jamais tu veux que ce soit résilient à ça, il faut monter un peu le curseur et je mettrai la barre à 5 millions net. Et par contre là, si t'as fait les choses correctement, que t'as pas juste fait all-in, j'achète une action française quoi, mais tu te diversifies à l'échelle mondiale, là pour le coup, il y a plus rien qui peut t'atteindre, que ce soit toi ou tes descendants. Et tu peux aussi, il y a aussi un truc qui est super intéressant à développer, c'est le côté gouvernance, une fois que toi t'es plus là. Parce que tu vas le donner à quelqu'un, mais ce quelqu'un, il a peut-être des intérêts qui sont pas ceux de tes ayants droit, qui va peut-être prendre des frais, qui va peut-être pas les faire placer correctement, qui va peut-être finir par les envoyer dans des scams où ils vont perdre du capital. Et du coup, pour ça, tu peux aussi créer des véhicules dans lesquels tu as, entre guillemets, un règlement qui doit être suivi pour Comme l'investissement. la famille Mullier, comme des trucs comme ça. La FM, c'est super intéressant. Tu as Ouais. dû voir aussi le reportage Ah, là-dessus. j'adore. Donc, l'association, c'est Association Famille Familiale Mullier, c'est ça, Mullier, ouais. où ils sont genre 1500 héritiers. Hein. Et il y a un cadre qui est donné sur comment est-ce qu'il faut faire. C'est pas des gens qui flambent ni quoi Là, que tu ce soit. sécurises le truc Ils au se max. réunissent quoi. tous une fois par an. Et, Ouais, ouais, Mm. c'est une histoire. Mais effectivement, je serais capable de payer très cher pour pouvoir avoir une discussion intime avec la personne qui dirige l'association familiale Mullier en lui disant comment est-ce que vous avez fait pour que tout ce monde-là s'entende. Enfin, parce que c'est assez obscur en fait, comment est-ce qu'ils fonctionnent, tout il y a ça. beaucoup d'origine biblique apparemment. Ouais, parce qu'ils sont très catholiques ou protestants, je sais plus. On pourra faire la fake info avec le montage, mais ouais, effectivement, il y a beaucoup de connotations religieuses, je crois. Et c'est ouf d'arriver à garder un groupe comme ça. Enfin, tu vois, moi, c'est un peu. Incroyable. Tu vois, de me dire, en gros, toi, là, tu vois, une génération qui construit, après, tu auras peut-être la deuxième génération qui va gérer, et puis la troisième, généralement, bah, c'est elle qui crache le truc, et te dire qu'ils ont réussi à faire perdurer ça, c'est incroyable, quoi. Parce qu'en fait, au final, tu construis ta génération, mais après, l'idée, tu seras plus là pour voir, mais l'idée, c'est quand même que tu vois, ça vienne pas se dilapider dans la nature. Et pour le coup, c'est vraiment Et tu ça, vois, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. une société au sens vraiment, Ouais. c'est pas une SCI à 3 quoi. Mhm. Ils sont plus de 1000, hein, c'est Ouais, à c'est peu 1500, près, je crois. 1005, hein, c'est ça. Et en fait, ils sont tous actionnaires de l'AFM. C'est-à-dire que t'en as un qui a, je sais plus, c'est le Roi Merlin, enfin, c'est plein d'enseignes comme ça, quoi. Et t'en as un qui va diriger telle enseigne. Mais en fait, lui, il est pas assujetti que à cette enseigne. En fait, lui, il est payé en actions du groupe et en dividendes du groupe. Parce que du coup, t'en as pas un qui va juste bosser sur le business qui est super rentable, super facile, et puis lui, bah, c'est le génie, il y a de l'argent qui tombe tout seul, et d'autres qui vont développer des choses qui sont plus compliquées. Et du coup, ils arrivent à aligner les intérêts en ayant la même métrique de récompense. Et tu vois, c'est ça qu'on a voulu faire, nous, sur la foncière, c'est de dire que nous, notre plus grande récompense, elle se mesure sur la valeur de l'action de la foncière. Donc du coup, c'est là aussi où nos actionnaires investissent, et on a fait en sorte d'aligner les intérêts là-dessus. J'avais autre sujet que je m'étais noté pour aujourd'hui, concours d'anecdotes. On en a déjà parlé. Ce que je vous propose, vous en avez en tête, ou peut-être que vous avez même la liste sur votre Ouais, téléphone. on les a notées, Ouais, on en a noté quelques-unes. Vous allez m'en donner certaines, et je dois vous dire si c'est vrai ou pas. C'est Ça ça. va ? Ouais. Alors, petit disclaimer. Donc là, ce qu'on va dire, c'est évidemment le 0,01% des cas les plus improbables qui nous est les arrivé. plus loufoques, Voilà. les trucs les plus... Et du coup, il y a beaucoup d'humains dans l'immobilier. Donc on est à aucun moment condescendant, on se moque pas des gens, mais c'est juste des situations qui sont loufoques ou des choses où on se dit putain, mais j'aurais voulu l'inventer, j'aurais pas pu, Ouais. tellement c'est gros, mais pourtant, on l'a vu. Donc il y aura des vrais des fausses et c'est à toi de définir si c'est vrai ou faux. Ok. Tu commences, Antoine ? Alors, Timothée, je vais t'en raconter une. Elle est bien sûr vraie, mais je te laisserai quand même dire derrière ce que tu penses. Ok. C'était il n'y a pas longtemps en plus. C'était il n'y a pas très longtemps. On a un immeuble du coup sur Châlons qu'on a acheté. C'est un des premiers immeubles qu'on a acheté. On était à l'époque hyper axé dans la renta, tu vois, renta. Donc l'immeuble il est quali, mais pas non plus dingue quoi. Il y en a une locataire, c'est un peu une petite mamie qui est un peu la concierge de l'immeuble qui est là depuis 91. Donc vous avez acheté, t'es déjà là. Ouais. Ok. 91, donc tu vois, j'étais pas né quand elle était là. Et un jour,
Donc, tu vois, je suis au bureau, là, et je l'appelle, et je vois son numéro. Je fais, OK, et c'est quelqu'un qui vient parler. Donc, elle m'appelle, elle me dit, oui, monsieur Vallas, j'ai un truc à vous raconter, je sais pas trop comment vous le dire, parce que c'est vraiment délicat, etc. Je dis, bah, dites-moi. Elle me dit, ouais, mais c'est vraiment délicat. Je dis, allez, dites-moi, c'est bon, on va pas, enfin, j'ai autre chose à faire, quoi, tu vois. Elle me dit, bah, vous savez, le voisin en bas de l'immeuble, au rez-de-chaussée, bah, en fait, pour pas payer l'eau, je pense qu'il fait caca dans un pot et puis il le jette dans les parties communes, dans le petit caniveau. Et je lui dis, mais vous êtes sûr de ça? C'est possible? Elle me dit, oui, du coup, je pense que il faudrait le réparer, ce caniveau, le boucher. Et je lui dis, non, mais c'est pas possible. Un caniveau dans les parties communes? Ouais, il y a un petit regard, en fait, où du coup, c'était pour les autres. C'est la grille à valoir des eaux pluviales. Ouais, c'était pour les autres pluies, tu vois. Ok. Et du coup, elle me dit, ça serait peut-être bien que vous fassiez passer un artisan pour venir reboucher ce petit caniveau pour qu'il puisse plus mettre ses déjections dans ce caniveau-là, quoi. Est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose qui a pu nous arriver? Ouais, je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Ouais, je pense que c'est vrai. Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui n'ont pas de limite comme ça pour Ah ouais, économiser l'eau? ouais, Sachant que l'eau est dans ses charges, il sachant économise que zéro, c'est un forfait l'eau de est dans charge. ses charges. Ouais, Donc je le pense mec, que c'est vrai. cette anecdote est effectivement vraie. Du coup, j'ai dû appeler l'artisan, lui dire, ouais, est-ce que tu pourrais passer, reboucher le caniveau? Et il me dit, mais pourquoi? Parce que ça te dérange pas. Et je lui dis, si, justement. Et en fait, Il a regardé dedans ou? Bah ouais, il a dû regarder dedans parce que forcément, il fallait le vider avant de refermer. Et il me dit, ouais, c'était plein de merde. Et puis le problème, c'est qu'en fait, cette grille, Comment elle a une utilité. Pour les eaux pluviales, on en a besoin. Donc en fait, comment tu fais pour le boucher pour lui, mais le laisser ouvert pour les eaux pluviales? Tu vois? Donc on l'a bouché au maximum, mais bon. Et Fermer puis, le tu vois, regard, c'est hyper délicat parce que le gars, regard. tu peux pas arriver vers le locataire et lui dire, écoutez, monsieur, je sais que vous faites ça. ça. Faisait caca dans Et le surtout caniveau qu'en plus, des tu vois, eaux pluviales. il paye pas l'eau dans les charges. Nous, on n'est pas des propriétaires qui ont des régules, etc. Enfin, tu vois, on respecte. Enfin voilà, on va pas venir se faire chier pour 20 €, on s'en fout, tu vois. Et le mec, ouais. Et là, t'as le locataire qui le surprend. Tu sais, en plus, c'est un peu une commère, elle était comme ça. Oh, la scène, elle est folle, quoi. Et tu vois, c'est un matin, tu commences par ça, t'as ta journée, tu fais putain, le locatif, ça réserve quand même parfois quelques surprises. Après, c'est pas méchant, quoi. 1 sur 1 pour moi. Ouais, pas mal. Numéro 2. Numéro 2. Alors on va partir à Dijon pour le numéro 2. Et en fait, c'était il y a déjà un petit moment où je regardais pour acheter un lot de studio à Dijon. Dans une copro où en fait, t'en avais 6, il y en avait 3 en bas, 3 en haut. Et en fait, les vendeurs, eux, ils en avaient 4. Et du coup, c'est un peu, généralement, c'est un truc qui a été découpé, ils sont plus ou moins les mêmes. Et donc, j'en avais déjà visité 3. Et ça doit t'arriver aussi quand tu visites, en fait, quand c'est du locatif, t'as toujours des gens qui sont en déplacement, qui bossent la nuit ou quoi. Ils ouvrent pas la porte. Voilà. Donc du coup, j'en avais visité 3. Et bon, j'étais dans un état correct, on s'était mis d'accord sur le prix, ça faisait un bon rendement, ainsi de suite. Et moi, je leur dis, en fait, par contre, faut vraiment que je voie le 4e. Okay, parce que je peux pas signer un compromis sans avoir vu le 4e. Ça m'étonne pas de toi déjà. Et du coup, et on le fait encore. Et du coup, les propriétaires font un truc qu'il faut pas faire, mais ils disent, on va forcer le destin, moi j'ai une clé, je vais vous l'ouvrir la porte, s'il manque que ça pour signer un compromis. Donc je dis, c'est vous qui voyez, mais en tout cas... Sachez que vous n'avez pas le droit. Ouais, puis prévenez votre locataire. Moi, ce que je fais, c'est que si j'ai besoin de faire ça, faut que mon locataire sache que j'ai la clé et je fais un aller-retour SMS. C'est-à-dire que j'ai un écrit de sa part qui dit, je suis d'accord pour que vous rentriez dans mon logement à 9h30, tu vois. Et ça arrive souvent quand on visite des immeubles d'avoir des locataires qui laissent les clés aux agents immobiliers. Vous inquiétez pas. Donc du coup, on se retrouve sur place pour la dernière visite. Et donc, le vendeur, c'est un couple en fait. Le monsieur, il ouvre la porte. Et là, la porte, elle bute direct. Tu vois, genre, il peut l'ouvrir de 20 degrés. Et il peut pas l'ouvrir plus. Et là, il y a plein de mouches qui sortent de l'appartement. Et on passe la tête et on voit des poubelles, mais genre jusqu'au plafond. Tu as des talus de poubelles. Okay. Donc le mec avait un syndrome de Diogène. C'est un syndrome où les gens, ils accumulent les ordures. Enfin, les ordures ou autre chose. Mais là, pour le coup, c'était les ordures. Donc c'est sacrément dégueu. Les poubelles. Et sauf que là, en fait, le mec, il arrive. Au même moment. Ouais. Et pas au courant. Non. Pas au courant. Donc du coup, il dit au vendeur, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit d'être ici. C'est chez moi, machin. Et pour le coup, il a raison. Même si chez lui, il n'est pas censé remplir l'appartement de poubelle, tu vois, c'est pas fait pour. Mais pour autant, ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs clés non plus. Et du coup, le ton commence à monter. Il commence un peu à se bousculer, tout ça. Et la femme, je dis, dites à votre mari de se calmer. C'est vous qui êtes en tort. Donc, allez pas aggraver votre cas, quoi. Et ils finissent à se menacer avec des cailloux, à vouloir se taper dessus, tout ça. Et bref, je dis, je m'en vais. Enfin, de toute façon, je vais pas acheter. Du coup, j'ai plus rien à faire là. Ne vous battez pas. Et en fait, il se passe que ils me rappellent après. Ils me disent, désolé pour l'événement de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on fait rien, je ne veux pas acheter. Ouais, c'est mort, quoi. Mais par contre, faites quelque chose. Parce que c'est vrai qu'à la réflexion, le gars d'en dessous avait dit, j'ai des mouches, mais je sais pas d'où ça vient. Et en fait, c'est quand même hyper dangereux. Et ça, faut en parler à ta communauté. C'est que ces choses-là, généralement, on se voit pas. Les gens les cachent parce qu'ils ont honte. Et c'est une maladie mentale. On peut tous l'avoir. Hein. C'est vraiment, tu peux vriller et d'un coup, je sais pas pourquoi, t'accumules des choses. Ça peut être des papiers, des vêtements. Là, en l'occurrence, c'est des ordures. Donc, c'est le pire des cas. Mais pour le coup, le plancher de l'appartement, il n'est pas dimensionné pour être rempli comme une boîte jusqu'au plafond.
Donc du coup déjà tu as une surcharge, en plus tu as le côté hygiène qui est problématique parce que tu as des mouches et plein de trucs, plein de nuisibles qui peuvent se développer et c'est un problème et ça existe. Et on le voit quand même, pas tous les jours non plus bien sûr, mais c'est vraiment, il y a un certain pourcentage de la population qui a un syndrome de Diogène. Cette histoire est vraie. Tu penses ? Je pense que cette histoire est vraie. T'es sûr ? Je suis sûr que cette histoire est Oui, vraie. elle est vraie, j'ai donné trop de détails. Mais je suis pas bon moi en concours d'anecdotes. Ça donnait trop de détails, je l'ai vu direct, il y avait trop de ressentis, trop d'émotions. Ouais. Faut regarder où les yeux regardent, je crois que là c'est que tu vas chercher dans tes souvenirs, il y a un truc comme ça. On va faire des courtes en fait. Hein On va en faire des bien Ouais, plus moins courtes. de détails. Pas de trop détails. facile. Pas de détails. Allez, histoire numéro 3. Une très courte du coup. Bah tu vois ici on est à Chalon-sur-Saône, proche de la Saône. Donc forcément il y a de l'eau. Et l'eau qui dit eau dit potentiellement des inondations. Ouais. Et notamment sur les quais. Maintenant encore ça va, ils mettent des Des sortes trucs de barrages, rambardes des là, blocs pour béton, pas je que sais pas ça quoi. arrive. Mais il y a une époque ils ne le mettaient pas encore. Et on avait acheté un immeuble au bord de Saône, ce qui est assez courant ici. Et en gros c'est un local en rez-de-chaussée, tu vois. Donc nous quand on a acheté, on a bien vu que il y avait une habitation, que c'était au rez-de-chaussée, qu'on était dans une inondable. Mais Habitation au rez-de-chaussée. ouais, mais c'était déjà fait. Donc du coup, t'as pas de changement de destination à faire. Donc c'était un immeuble ancien. Donc ok, pourquoi pas, tu vois. Quand on visitait, tu vois, le locataire, tu sentais qu'il était très tatillon, très procédurier. Tu vois, il nous disait ouais, là il y a de la moisissure ici, il y a de la moisissure là. Enfin ouais, gars, il chauffait pas son logement. Donc au bout d'un moment, il faut chauffer aussi. Mais tu vois, tu sentais déjà qu'on était sur un locataire un peu compliqué. Donc il nous écrivait régulièrement, mais tout se passait bien. Et un jour, forcément, l'eau de la Saône est montée La crue. au niveau du printemps, tu vois. Ok. Et là, grosso modo, il y a de l'eau qui est rentrée dans son appart, mais léger, franchement très léger, tu vois. Et ce gars-là, quand on avait visité l'immeuble, on s'était rendu compte qu'il faisait une collection de timbres. Ok. Et en gros, l'eau, soi-disant, d'après ses dires, est montée dans l'appartement, c'est devenu humide et ça a pourri ses timbres. Ok. Le mec nous a dit, j'en ai pour 30 000 € de dégâts des timbres, comment on fait ? Est-ce que je prends un avocat, je vous mandate parce que vous êtes censé être responsable, parce que voilà, c'est votre habitation, c'est inondable, vous m'avez loué en l'état, alors que nous, on avait juste récupéré un bail. Et du coup, le gars nous réclamait 30 000 € pour, je sais pas combien il avait de timbres, tu vois, mais pour des timbres. Ok. Et en gros, il nous a dit, je vous emmène au tribunal. Et vu qu'on avait un peu vu qu'il était un peu procédurier, etc., on s'est dit, ouais, le gars, ça se trouve, il va nous traîner au tribunal pour des putains de timbres. Alors que nous, on pouvait rien faire, quoi. Au bout d'un moment, gars, t'es en zone inondable, c'est stipulé. Oui, tu le savais au moment où tu as signé le bail, quoi. Donc là, c'est encore en cours. Je sais pas si on va recevoir un courrier qui va peut-être arriver chez nous pour des timbres. Est-ce que tu penses que cette anecdote est vraie ou fausse ? Je pense que cette anecdote est fausse. Ah putain, il est fort, hein. Putain, 3 sur 3. Mais par contre, en les écrivant, on invente des trucs, on se dit ah ouais, c'est vrai que ça peut C'est arriver. pas si loin de la vérité, C'est vrai en qu'on n'y fait. avait pas pensé. En vrai, si celle-là, elle loin pourrait de- arriver. On pourrait avoir un locataire qui. Peut-être pas des timbres, mais ça pourrait être. autre Philatéliste. chose. Ouais, mais si, ce truc sensible à l'eau, tu vois, c'est tout. Ah ça, bah ouais, c'est- ouais. Voilà. Ça aurait pu. On a Ok. fait une petite dernière. Suivante. Allez. On va voir si tu fais un imperfect. Alors du coup, c'était en 2022 quand on faisait pas mal de courte durée sur Dijon. Ok. Et en fait, on s'y était pas mal mis, on déléguait à différentes conciergeries. Et en fait, donc c'est un immeuble où on avait plusieurs lots en courte durée. Et en fait, donc on a arrêté la courte durée parce que l'énergie, ça coûtait trop cher. Les gens ils chauffent, ils mettent le chauffage à 28 en laissant la fenêtre ouverte. Mais sauf que là, il y en a un qui a réussi à exploser tous les records. C'est que en fait, on avait reçu genre 1500 € de facture d'électricité pour un mois. Sachant que c'était des studios, Ah oui, hein, c'est c'était des genre un 16 mètres, c'est un 16 mètres carrés. Et du coup, on a découvert, a posteriori, que le mec, en fait, il n'était pas venu pour dormir, il était venu pour miner de la crypto. Il est venu avec un mineur de crypto, le truc, ça tire 3500 watts H24. Ok. Et du coup, en fait, il paye 20 € la nuit, tu vois. Donc pour lui, c'est rentable, en fait. Bah ouais. Il paye moins cher que l'électricité que ça lui Ouais, coûte. il est malin. Et on a fait la demande à Airbnb, c'est sur Aircover, là, ils nous ont jamais couvert parce que ça fait pas partie des conditions dans lesquelles, tu vois, c'est pas un sinistre, le gars qui a abusé avec la crypto. Donc c'est quelque chose qui peut arriver aux gens qui font de la courte durée, faites attention. Et tu le vois qu'à posteriori, il y a un truc, un suivi à la journée, d'aller te connecter tous les jours pour checker. Voilà. Donc on a perdu 1500 €. Je pense que cette histoire est vraie. Tu penses qu'elle est vraie ? Je pense qu'elle est vraie. Non, elle est fausse. Elle est fausse. Ouais, il a- Ah, merde. Ça aurait pu. Ah non, mais ça Bien aurait sûr, pu. ça aurait pu. Ça aurait Non, pu. ça, en plus, je l'ai entendu, tu vois. Je me suis dit, vas-y, on va la recycler, mais Ouais. c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Hein. Il y a des gens Ok. qui ont eu l'idée, ouais. Ah De bah, se dire, c'est je sûr, loue ouais. le truc le moins cher possible et je vais brancher mon mineur. Et puis je t'en ai fait un, mais il pourrait y en avoir plus. Hein. Ouais. T'as réussi Moi, à j'ai eu l'avoir. le cas dans les Airbnb d'une prostituée. Ouais, ça, il y en a souvent. J'ai déjà eu le cas. Ou d'ailleurs, est-ce que vous saviez que légalement, si vous savez qu'une femme vend des pratiques sexuelles, entre guillemets, peut-être qu'elle fait ce qu'elle veut, elle a peut-être pas de proxénète, etc., et que vous êtes au courant, et que c'est chez vous, et que vous ne lui demandez pas de partir ou vous ne la dénoncez pas, vous êtes co-responsable et accusé de proxénétisme. C'est toi son proxénète, ouais. Ok. Exactement. Exactement. Parce que moi, à cette époque-là, ça m'est arrivé dans un immeuble où il y a un restaurant au rez-de-chaussée et des apparts au-dessus, 3 apparts.
Et il y a un des 3 que je louais sur Airbnb, pas très très loin d'ici. Puis un jour, le commerçant, il m'appelle, il me dit « Ouais, je vous appelle, monsieur Moirou, parce que je trouve que dans les parties communes, il y a beaucoup d'hommes quand même différents qui montent au dernier étage. Beaucoup d'hommes différents. Puis j'avais pas loué à des jeunes et tout. Je me suis dit, ouais, peut-être des gens qui viennent faire un peu la teuf ou je sais pas. » Il me dit, bah, c'est bizarre. Et puis la dame qui loue au dernier étage, elle est spéciale hein, quand même. Je dis, bah, comment ça, spéciale? Bah, vous voyez quoi, un peu olé olé. Et puis du coup, bah, je me dis, je vais y aller. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je frappe à la porte. Elle m'ouvre en sous-vêtements. Et là, on se regarde comme ça dans le blanc des yeux. Elle me dit, bonjour monsieur. Je dis, bonjour madame, je suis le propriétaire de l'appartement. Mais tu sais, un peu tout penaud. Genre, je me suis retrouvé, mais comme un petit garçon qui voit quelqu'un d'autre faire une bêtise et qui sait pas trop comment. Et là, d'un coup, elle est devenue toute blanche. Et je dis, je suis désolé. Voilà, vous êtes ici pour le travail. Et puis elle bégaye un peu, elle sait pas trop quoi me dire. Elle dit, bah oui. Je dis, non, mais écoutez, voilà, je suis désolé. Moi, ça m'est égal hein, ce que vous faites dans l'appartement, mais simplement, je peux pas vous autoriser à rester. Donc, voilà, je vais être obligé de solder votre séjour. Elle avait loué pour 3 mois. Ah mais déjà les longues durées comme ça peut te mettre la puce à l'oreille. C'est suspicieux, mais j'avoue que ça m'est jamais arrivé, donc j'y ai pas pensé. Et du coup, elle est partie et j'avais quand même appelé un copain à moi qui est avocat en lui disant, voilà, j'ai ça, je sais pas trop comment m'y prendre et tout. Il me dit, bah, en tout cas, tu as bien fait de lui dire de partir et il faut que tu lui envoies un recommandé parce que si un jour, quelqu'un porte plainte ou je ne sais quoi et qu'on se rend compte que tu étais au courant, et ben, tu seras accusé de proxénétisme. Parce qu'en fait, tu touches de l'argent grâce à un acte de prostitution. Qui sont des loyers peut-être, mais tu touches quand même de l'argent. Le problème, c'est qu'en amont, c'est jamais. Enfin, tu vois, elle peut créer un profil avec marqué Jean-Jacques, bah, la photo de sa famille et tout. Elle s'appelait. Ah, puis tu vois, des 3 mois de résa, ça nous est déjà arrivé. En plus, ici, il y a quand même ta Framatome, donc tu vois, t'as des mecs qui viennent en mission de 3 mois. Ouais, c'est ça. Ah, c'est possible, tu vois, mais non, mais c'est pour ça que nous on a arrêté le Airbnb, c'est qu'en fait, il y avait trop de cas. Bah, alors pas, nous, la prostitution, on a peut-être eu, mais on n'est pas forcément au courant. Après, t'es pas forcément au courant non plus. Ouais, bien sûr. Mais c'était trop de cas particuliers où des gens qui. L'énergie, c'est vrai. Hein, par contre, Ouais, ce que je disais, l'énergie, en dehors du minage de crypto, c'est qu'en fait, t'as 300 € d'électricité qui sortent tous les mois. Il est chauffé à 27 dans l'appart. Puis il laisse allumer. Et puis après, tu dis aux femmes de ménage, bah du coup, faut baisser le chauffage. Du coup, elles l'éteignent. Du coup, les gens, ils arrivent, il fait 10 degrés dans l'appart. Donc, ils te le remettent à fond. Ouais, et en plus, un mauvais commentaire. C'est compliqué à gérer quand même. On avait des tout petits T2 qui faisaient 30 mètres carrés. On avait des notes de quasiment 350 balles par mois, tu vois. Des lecs, hein. Ouais. Ah, c'était abusé, franchement. C'est pour ça que ta renta brute était forcément bonne, mais ta renta nette était pas mieux. Et en fait, on avait sur un an, tu vois, on avait posé les chiffres, on s'était rendu compte qu'on avait une renta nette qui était meilleure en fait à louer en longue durée, meublée, plutôt que de louer en Airbnb, quoi. Ok, voilà. Trop cool. Merci beaucoup pour l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être que la prochaine fois, on refera les anecdotes, mais c'est moi qui vous raconterai des anecdotes. Ouais. En retour, n'hésitez pas les amis dans les commentaires à mettre si jamais il y a des thématiques que vous voulez qu'on aborde, qu'on en parle, qu'on explique un petit peu comment ça marche. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à partager le podcast, à mettre un like en dessous de la vidéo. Ça nous aide vraiment au niveau de l'algorithme YouTube, etc. pour faire grossir un petit peu ce podcast et faire en sorte qu'il puisse aider plus de monde. Et puis je vous dis à tout bientôt la semaine prochaine. Encore merci les gars. À bientôt. Ciao.